Bonjour à tous, on va bientôt commencer. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux en ce dimanche extrêmement pluvieux. C'est beaucoup mieux d'être ici que tout seul sous sa couette en train de déprimer, donc c'est une très bonne idée d'être venu. Du coup, donc, je vais vous faire une petite intro habituelle. Donc, on est dans le cadre du festival documentaire Vrai de Vrai, qui est le premier festival documentaire qu'on organise ici à l'Aquarium Ciné Café, en soutien très fort donc de la Cinémathèque du documentaire et de la SCAM. Le principe étant essentiellement donc de montrer des films. Donc on a commencé mercredi et on finit cet après-midi. Donc on a montré 6 films qui étaient issus des étoiles de la SCAM, qui sont une sélection de 30 documentaires. Donc voilà, on a commencé par exemple avec Et j'aime la fureur d'André Bonzel mercredi, puis il y a eu des films mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et après, l'idée, c'était d'organiser d'autres événements, comme tout bon festival. Donc vendredi, on a eu une journée professionnelle avec une matinée dédiée à la diffusion et une après-midi dédiée à des parcours professionnels, réalisatrices et productrices. Et puis, l'autre envie qu'on avait envie d'initier dès cette première édition, c'était de s'ouvrir à d'autres formes documentaires. Donc, on a eu, par exemple, hier après-midi, une rencontre autour de la bande dessinée documentaire avec l'épicerie séquentielle. C'est ceux qui font les rues de Lyon, pour ceux qui connaissent. C'est des petits fascicules de bande dessinée sur différents aspects de la ville de Lyon. Et dernière ouverture, donc c'est pour ça qu'on est ici cet après-midi, du côté de la création sonore, du documentaire sonore. Donc depuis mardi jusqu'à hier à la bibliothèque du 4e, donc là juste à 100 mètres d'ici, il y avait une installation sonore, Cadence d'Hélène Poté qui est parmi nous, où il y avait des bandes d'écoute, donc les gens ont pu aller écouter au casque des différentes pastilles sonores qui allaient de 3 minutes à 25 minutes. Et hier après-midi, on a fait une écoute collective, donc on était 25 dans la bibliothèque, allongés sur des chaises longues, etc. C'était très agréable. Voilà, et donc cet après-midi, l'idée, c'était de continuer du côté du documentaire sonore en invitant donc là à 14h30 différents auteurs, autrices de documentaires sonores. Et on va discuter de tout ça ensemble. Et puis après, donc il y aura une écoute collective de Piste Animale de Péroline qui est ici présente. Donc voilà, si vous avez envie de faire toute l'après-midi avec nous, c'est possible. Alors pour nous, c'était un peu, je crois que j'en parlais avec toi hier soir, c'était un peu un vieux rêve d'avoir de l'écoute de documentaires sonores ici, puisque moi j'avais testé ça il y a des années, j'avais trouvé ça fantastique, et voilà, du coup je suis très content qu'on puisse avoir toute cette ouverture avec notre petit festival. L'idée de cet après-midi, ça va être de vous faire échanger, discuter autour de vos créations, de vos analyses, de vos réflexions sur le documentaire sonore. Et on a décidé d'entrecouper tout ça d'un certain nombre d'extraits. Donc, on aura un extrait chacun. Donc, un au début, un au milieu et un plutôt à la fin. Voilà, pour que vous ayez aussi la possibilité d'entendre ce que vous faites. Et enfin, juste pour vous dire que donc la rencontre est enregistrée, elle n'est pas filmée, mais elle est enregistrée. Ce qui fait que à tout moment, vous pouvez prendre la parole et même je ne peux que vous le conseiller de manière à ce que ça soit le plus vivant possible. Mais du coup, quand vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et moi j'ai mon petit micro à chef et comme ça, votre prise de parole est enregistrée. Voilà, c'est fini pour l'introduction. Déjà, merci à vous 3 d'être là. Du coup, très simplement, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table pour que vous puissiez un peu, nous dire qui vous êtes, et puis un peu votre parcours, vos différents métiers, si vous avez différentes casquettes en lien avec le documentaire sonore. Commençons très tranquillement dans ce sens-là et comme ça voilà, je te donne la parole. Moi, je m'appelle Olivier Minot, et je sais jamais trop quel métier prendre. Moi, je fais de la radio avant tout. J'ai jamais prétendu faire du documentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le reportage radio. J'adore la radio en direct et j'adore la radio qui mélange les formes de documentaire et fiction, de direct et de formes élaborées, produites. Donc voilà, moi, je suis avant tout, je me définis comme radioactif. Donc Péroline, mon prénom. Donc moi, je me dis réalisatrice sonore, je précise aussi parce que c'est pas toujours, ça va pas de soi. Et je fais du documentaire
Et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de musique traditionnelle, musique de l'oralité, sur le patrimoine oral au sens large. Voilà, je suis plutôt issue d'un parcours associatif et de ce monde-là de musiciens, chercheurs, collecteurs, voilà, qui travaillent avec les outils de l'ethnologie, on va dire. Et puis de fil en aiguille, par amour pour cette musique, mais aussi par intérêt pour le matériau de l'archive sonore, j'en suis venue tout doucement, à ce média documentaire pour parler de ces musiques, les faire connaître, les faire aimer, voilà. Et je travaille avec, tout un tas de gens. France Culture parfois pour faire, un peu une brèche, enfin, un assaut de ces musiques dans cette radio qui s'y intéresse pas vraiment. Et puis, je travaille avec la RTBF, des radios associatives, heu, voilà, plein de gens très différents. J'ai pas de canal, habituel. Et du coup, ouais, peut-être juste, effectivement, Olivier, si tu peux nous dire un peu sur quel type de médias avec quel type de médias tu collabores justement pour compléter? Moi, je fais partie de la plus belle et la plus rebelle des radios, Radio Canu, ici à Lyon, sur le 102.2 depuis plus de 20 ans maintenant. Une radio dans laquelle j'ai mené une grosse émission collective dans laquelle Péroline a d'ailleurs participé, qui s'appelait La Méga Combi. Aujourd'hui, je fais une émission avec d'autres qui s'appelle La Micro-Sieste. Sinon, j'ai fait des dizaines et des dizaines de reportages pour Les Pieds sur Terre sur France Culture, je pense une centaine depuis 2008. Et c'est une émission quotidienne, donc c'est vrai que il y en a, on doit être à 20 000, je sais pas combien il y en a des Pieds sur Terre aujourd'hui. Euh, et beaucoup avec Arte Radio ces derniers temps, là, pour le coup, sur ce qu'on appelle du podcast, donc des émissions de radio sur Internet sans flux. Voilà. OK, très bien. Et donc enfin, Camille? Oui, donc moi je m'appelle Camille Juzo et moi j'ai aussi commencé sur des radios, enfin à la radio quoi, à Radio France, sur France Inter, sur des émissions de direct. Et j'ai vraiment eu, voilà, quand je suis arrivée là, j'étais en études et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce que c'est vraiment que voilà, cette petite antenne rouge qui s'allume, les voix qui racontent des histoires et vraiment l'accident aussi du direct. Et donc j'ai travaillé quelques années, sur, la préparation des émissions, quelques chroniques où on va un peu chercher du son à l'extérieur qu'on ramène à la radio. Et puis après, j'ai un petit peu décalé effectivement faire des formes un peu plus écrites, produites en amont, qui sont, du documentaire et où, c'est un travail qui est un petit peu différent, qui met beaucoup de temps de préparation en amont, de réfléchir les histoires, les constructions des narrations, qui permet aussi de travailler avec des compositeurs ou des compositrices sur de la musique, enfin, d'interroger, toute la matière, d'une manière, voilà, qui est souvent en équipe aussi d'ailleurs. Et donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai, écrit et réalisé, quelques documentaires, donc un peu pour France Culture, pour Arte Radio aussi, notamment, une émission sur la thématique de la nuit, où c'était des rencontres, ça s'appelait «L'Insomniaque», qu'on va écouter, je pense, un extrait tout à l'heure. Et aujourd'hui, je produis un peu, alors c'est un terme, je sais pas trop en fait encore à quoi ça correspond, mais disons que j'accompagne en fait plutôt des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices, à écrire leurs projets et du coup, voilà, discuter avec eux, les accompagner à chaque étape du projet avec, du coup, une collègue qui s'appelle Chloé Tavissian et pour faire exister des histoires, voilà. OK, trop bien. Et du coup, donc, au-delà de ce que vous êtes et de ce que vous avez déjà fait, pour finir un peu sur cette première présentation, mais qu'est-ce qui a généré ce désir, cette envie, d'être du côté de, je sais pas comment dire, on va dire la création sonore pour le dire vite? Est-ce qu'il y a eu des expériences marquantes? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Qu'est-ce qui fait que, c'est un médium qui vous intéresse particulièrement? On va faire dans le sens inverse, comme ça sera fait. Hem, Moi, j'ai l'impression il y a des choses en fait qui ne se racontent que à l'audio, heu et ça, je pense qu'on s'en rend compte au fur et à mesure des expériences. En fait, le fait qu'il y ait pas d'image,
Enfin qu'il y ait pas de caméra plutôt, parce on fabrique des images, mentales assez fortes, un peu comme dans les livres, je trouve, il y a quelque chose de très beau, d'un peu enfantin comme ça qui permet d'éveiller, à des sens, assez forts, via les bruits, via l'oreille et cetera. Et hem et par contre, le fait qu'il y ait pas de caméra permet quand même d'aller collecter une parole, heu, assez rare, enfin d'aller toucher des sujets aussi qui sont peut-être plus compliqués à exprimer, donc ça pour le terrain de l'intime, mais aussi pour le terrain du politique. Par exemple, nous on a travaillé sur un projet sur, la révolution iranienne avec des gens où clairement, enfin ouais, fallait les anonymiser. Alors il y a pas de filtre sur les voix parce que c'est un peu moche, mais en fait, c'est quand même compliqué de reconnaître une voix quand c'est très produit, quand il y a la musique en dessous et cetera. Donc voilà, ça permet de faire aussi, exister des histoires qui n'auraient pas pu être racontées autrement que pour l'audio et ça, je trouve ça magique. Et du coup, tu avais l'air de dire que c'était plutôt dans le courant de tes études qu'est venue un peu cette envie? C'est-à-dire que c'était quelque chose qui te traversait pas spécialement avant, c'était pas un truc qui venait de loin, quoi? C'est le hasard de ces stages, c'est ça, à la radio, qui ont permis ça? Oui, moi, je suis rentrée vraiment par, enfin, un peu comme ça. Je connaissais pas, j'ai pas du tout, comme des gens de radio racontent, été bercée par, la radio quand j'étais petite. Bon, mes parents, ils écoutaient plutôt Chérie FM, enfin voilà. Et en fait, je voulais faire moi, j'ai fait des études de sciences, donc rien à voir, médecine et en fait, ça m'intéressait la vulgarisation scientifique. Donc les premières émissions sur lesquelles j'ai travaillé à la radio, c'était, La tête au carré et donc c'est vraiment par le prisme du sujet où je suis rentrée et par contre, j'ai eu un coup de cœur sur, voilà, ce truc, vraiment de la voix, du direct et puis moi, je suis arrivée à une époque aussi où mes premières missions de stage, ça a pas duré très longtemps, mais mon rôle, c'était d'écouter les archives INA, et donc fallait aller au sous-sol, écouter des grosses bobines comme ça et j'adore les machines, enfin la restauration aussi de bandes, le côté matériel quoi, donc j'ai pas vécu, les Nagra avec les bandes, mais je trouve ça fascinant. Mais par contre, j'ai juste un petit peu écouté pour, sortir je crois que j'avais du Dali, par exemple, à récupérer des morceaux de phrases, un peu abîmés et ça m'a trop plu. Trop bien. Et donc pour toi, Péroline, comment? Hem, oui, moi je pense que l'entrée, elle s'est faite aussi par le biais de l'archive, analogique puisque comme j'expliquais, avant sur le premier tour de table, je viens plutôt de l'école du collectage. Donc, de ce mouvement, dans les années 70 où des jeunes musiciens allaient collecter les anciens, des répertoires, des histoires, tout ce qui relevait du patrimoine oral et ils le faisaient avec le son, puisque, ben, par, par opportunité, technologique, quoi. Enfin, c'est à l'époque, quand le micro a commencé à se démocratiser, ils se sont dotés progressivement et ils ont pu aller collecter de manière individuelle et puis, autonome en fait, sans financement et donc voilà, donc moi j'ai écouté ces archives, en fait ces collectages. D'abord, en fait, c'est venu par la pratique du chant occitan, que j'ai découvert qu'il y avait derrière cette pratique-là tout un ensemble d'archives, dans lesquelles les musiciens toute une scène puisait ses inspirations et en fait, c'est en découvrant ces archives que j'ai trouvé ça, magnifique quoi, le matériau de l'archive, le support comme tu en parlais tout à l'heure et puis, bah, ouais, je sais pas, ce que ça racontait, ce que ça, évoquait d'un monde et voilà, en écoutant, j'ai écouté ça comme des disques en fait. C'est comme quand on découvre un album quoi, sauf que là, bah, c'est des collectages, c'est des mamies de Corrèze ou du Berry, c'est et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'engrenage et que le son m'est devenu, évident. Et après, oui, moi, j'ai des souvenirs de radio aussi. C'est vrai que j'écoutais beaucoup la radio. Il y a, je pense le déclic, les choses, des émissions, enfin, de France Inter les plus importantes, c'est, Là, bah, si j'y suis, que j'écoutais fanatiquement, pour lequel voilà, j'ai séché plein de cours. Et puis, les émissions de nuit aussi, Richard Bohringer, des choses comme ça. Ouais, finalement, enfin, il y a plein de trucs. Envoyer des cassettes aux gens plutôt que des cartes postales, il y avait une affinité avec
le support, le son en tant que tel. Par exemple, justement, qu'est-ce qui faisait que tu séchais les cours pour écouter là-bas si j'y suis? Enfin, c'était Bah, pour être près pour du être là en poste. direct, Pour ouais. être près du poste. Après, j'ai réalisé qu'on pouvait, j'avais acheté une petite radio portable, donc quand je l'écoutais comme ça dans la rue en marchant, j'étais vraiment fan. Mmh. Oui, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et enfin pour toi, du coup, ça vient d'où tout ça? Eh ben oui, moi ça vient plutôt de cette écoute radio que j'ai eu enfant, avec une radio très présente à la maison et puis avec moi j'étais pré-ado dans les années 90, donc à la grande époque de Fun Radio, de Doc Eddie Fool et de tout ce qui nous paraissait être était prétendu la radio libre en fait, de tout ce que tous les sujets qu'on n'abordait pas avec les parents et qui sortaient du poste, qui arrivaient sous notre oreiller. Et puis après un petit peu plus tard effectivement avec la culture plutôt de la Bassige. Moi, j'ai été un grand fan. Ça a correspondu aussi à un attrait sonore de vraiment comment on fabrique la radio avec le son, comment on va voir les gens, comment on rapporte des sons, comment on mélange ça avec une narration qui est faite en direct, parce que Daniel Mermet racontait ses émissions en direct en mélangeant avec des reportages. Et ça correspondait, moi, dans ma formation, à aussi une sorte de politisation. Donc, je me suis retrouvé à la fois sur la forme et sur le fond dans cette émission que j'ai sans cesse depuis voulu imiter, enfin non, pas pomper, mais en tout cas c'est une des principales inspirations. Et puis je me retrouve aussi dans cette histoire du service public de Radio France. Là-bas, si j'y suis, n'est pas né comme ça rentre dans une histoire où Daniel Mermet était issu d'une grande bande de L'Oreille en Coin, donc une grosse émission qui occupait les week-ends dans les années 70 à France Inter, qui est effectivement la fabrication d'une radio élaborée avec des contraintes qui sont tu peux raconter ce que tu veux, y compris des choses très très radicales à partir du moment où il y a une exigence de forme, à partir du moment où tu crées. C'est une époque où n'importe qui pouvait faire de la radio. Moi, c'est ce que j'aime aussi avec le son, c'est que c'est quelque chose de très démocratique. Il n'y a pas besoin d'avoir un savoir-faire technique de ouf pour faire du son. Et pour faire de la radio associative, par exemple, je prends l'exemple toujours de Radio Canu, mais les gens qui ont un projet des émissions, ils ont 1 heure de formation et on leur donne les clés. Ils sont tout seuls dans le studio juste derrière et c'est brinque-ballant, mais ils apprennent comme ça. C'est assez rapide de prendre ses marques. Donc c'est un peu pour tout ça et pour plein d'autres choses. Moi, j'ai commencé à faire de la radio quand j'avais 12 ans. J'ai jamais arrêté, donc je suis un peu un radiotiste. Je fais que ça dans ma vie. C'est un peu particulier, voire maladif, mais donc je pourrais en parler des heures, mais je crois que c'est déjà pas mal. Ok, non, mais parce que du coup, effectivement, c'était un peu ma dernière question là-dessus, c'est sur la question de la pratique, parce que donc vous êtes des concepteurs, quoi. Donc il y a ce rapport au matériel, ce rapport aux machines, aux bandes, tout ça. Et donc, par exemple, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui a fait partie du plaisir à rentrer là-dedans, ce côté très matériel, ce côté conception concrète. Ouais, moi, j'ai pas non plus connu l'époque du montage artisanal des bandes. Moi, je suis passé tout de suite au montage, mais j'ai appris à faire ça à un moment. Mais quand j'étais ado, moi, je découpais des bandes de cassettes sans savoir que c'était vraiment comme ça parce que je faisais des petites émissions et sur les bandes de cassettes, il y avait un blanc au début. Donc, moi, mon premier travail, c'était d'enlever la bande blanche pour que quand tu appuies sur play, ça parte direct quand tu diffuses un truc. Donc, c'est les premiers trucs de montage que j'ai appris tout seul, en fait, sans que personne ne m'ait dit de faire. Mais oui, et puis après avec l'arrivée de l'informatique, le montage sonore, c'est quand même assez facile. Et puis même dans un cadre professionnel, moins maintenant, parce que malheureusement, à Radio France, les espaces de documentaires se réduisent. Enfin, moi, je le vois à mon échelle quand je suis arrivé à Radio France et quand c'était divisé par 4 le temps d'antenne consacré au documentaire. Et c'est quelque chose qui était assez facile d'avoir juste une idée, d'aller voir un producteur et le producteur te disait vas-y, fais-le. Contrairement, on parlait avec Sébastien tout à l'heure de quand on produit un documentaire vidéo où ça prend des tonnes de temps parce qu'il faut réunir de l'argent, il faut réunir des producteurs, il faut défendre un projet. Là, on va vers ça aussi à la radio où il faut pitcher, il faut... Et moi, ce que j'aime, c'est le faire. Tu as une idée, c'est ce qu'on a fait pendant des années avec Combi. Tu as une idée aujourd'hui, demain, ça passe à l'antenne. Vas-y, fais-le, quoi. Enfin, du coup, prendre un micro, un montage, c'est facile, en fait. S'il y a l'énergie derrière et qu'on te pousse à le faire, tu peux faire des choses très vite, assez bien, quoi. Ok, toi, ton rapport justement à la conception, au faire là-dedans?
Bah oui, c'est la liberté du média, moi, qui me plaît, hein. On dit des écrivains que il y a ça aussi, enfin, il faut un stylo et une page blanche pour écrire un roman. Si vraiment, enfin, c'est ça le départ. Mm. Et ben, c'est un petit peu pareil avec je trouve, les réalisateurs sonores. Il faut un micro et une idée et on peut y aller. Et moi, j'aime beaucoup ça, le fait de savoir, en fait, le côté un peu empirique du truc, de pas avoir trop pensé les choses à l'avant. Il peut y avoir aussi des choses très pensées, c'est génial, mais parfois je fais des choses à l'inspi, je vais voir un tel parce que ça m'obsède, c'est une idée, j'ai envie de le rencontrer, j'ai pas de financement, je m'en fous, je vais le voir et puis on verra ce qu'on en fait après. En fait, ça autorise tout ça, quoi. Ça autorise des choses très construites, très pensées, très financées, mais ça autorise aussi, l'improvisation, l'envie, l'impulsion, l'élan vert et puis on verra après, quoi. Mm. Donc et ça, avec une caméra, avec l'audiovisuel, c'est vachement moins possible. Même penser des situations, à chaque fois, je me dis: «Ah ouais, faut penser le raccord son-image, faut penser, l'endroit où on se trouve, faut penser» bon, c'est aussi vrai avec le son, hein, puisque tout s'entend, mais je sais pas, ça me semble, enfin, et en fait, après, c'est des manières de penser les situations et les rencontres. Il y a un pli Mm. qui est pris son et en fait, moi, la question, on me la pose souvent: «Pourquoi est-ce que tu mets pas de l'image?» Je dis: «Ah ouais, mais en fait, ça serait complètement différent, je m'y serais prise de manière complètement différente». Hem, voilà et ça nécessite aussi, vachement je pense, de repérage en amont. Pour savoir, il me semble. Enfin, l'audiovisuel. Ouais. Ok. Donc il y a quelque chose de plus spontané quand on va sur le terrain à aller chercher quelque Ouais chose, quoi. et ouais, c'est vrai et après, comme je viens du collectage, je vais souvent y Mm. revenir, il y a aussi ce truc, je me rends compte de la première rencontre, en fait, d'avoir une chose, enfin, ça m'avait étonné. Les gens me demandent souvent aussi, «Tiens, mais est-ce que les personnes c'était difficile d'avoir cette parole-là? Est-ce que les personnes se sont livrées facilement?» Et en fait, on a beaucoup de choses sur la première rencontre. Je me suis rendu compte de ça, ça dépend de quoi on parle évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui se disent la première fois, qui se redisent pas pareil, de la Et qui se disent plus simplement parce que le dispositif est plus simple aussi. Tu penses que ça joue beaucoup, oui encore et une fois, puis, par rapport à ben, l'image? après c'est la conversation qu'on pourrait avoir avec un inconnu. Il y a une forme de de liberté. Ensuite, on est quelqu'un, on est catalogué, on va venir de ou de, enfin, les gens vont se renseigner et la parole, elle sera davantage contextualisée. Mm. Hem, voilà, enfin, c'est comme ces conversations qu'on peut avoir, Quand on fait du stop, par exemple. Enfin, moi, j'ai voilà, des souvenirs de exactement. stop comme ça, où il y avait des discussions Ou au bistrot très avec un étonnantes. inconnu, voilà. Bon, après, Ouais. il y a plein de manières plein de relations, plein de types de relations possibles et plein de types de paroles Mm. possibles, mais il y a aussi ça, quoi. Carrément. Le fait de ne pas avoir à trop, préparer, et à penser la parole, la manière dont elle va être donnée et cetera. Là, il y a une forme de liberté qui Mm. me plaît, Ouais. dans Ok. laquelle je me sens Mm. bien. Et toi, Camille, du coup, ce rapport au médium dans ce côté matériel, quoi, qu'est-ce qui, ça te parle particulièrement aussi? Il y a des choses qui te... Ouais, je te rejoins sur le fait que enfin tous les 2 du coup, mais je pense qu'aussi pour faire suite juste, le micro s'oublie plus vite en fait. Enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, donc dans les 2 sens à la fois en tant que quand on nous donne un premier micro, et effectivement il y a ce truc de enfin moi mes premières expériences de radio, à Arte Radio c'est le cas aussi, on te file un micro et tu te retrouves avec tout le matériel et moi j'ai pas du tout de formation technique. Mais en fait, on s'en débrouille, on fait des erreurs, il y a, parfois une piste qui est pas enregistrée. Bon, bah, la prochaine fois, on fait encore plus attention à et cetera. Mais il y a ce truc du faire en radio qui est quand même vraiment, et puis après, on apprend aussi au fur et à mesure des tournages et cetera de: «Ah tiens, on pourrait utiliser tel autre micro et parce que ça fera tel plan stéréo», ce qui est aussi passionnant, la technique, mais on peut s'y perdre aussi un tout petit peu donc enfin on peut s'y perdre dans le sens où, parfois, à trop réfléchir en amont, j'ai l'impression quel micro et cetera, peut y avoir une forme de petite spontanéité qui
qui se perd et on peut être aussi peut-être écrasé par ce poids de la technique en se disant, voilà. Et là où, en fait, je pense que dans le documentaire, en tout cas, puisqu'on travaille avec le réel, le plus important, c'est le surgissement de quelque chose, d'une parole, d'une situation, d'un geste, d'un silence aussi. Et ça, effectivement, je trouve que au début, on arrive avec le matériel qui est quand même imposant. Moi, ça m'est arrivé souvent de gens qui disaient, mais en fait, ça filme alors qu'on a un micro, mais c'est un peu bizarre. Mais je pense qu'il y a quelque chose, voilà, c'est l'audiovisuel, ça. Et puis, on arrive aussi moi, en tout cas, j'arrive de Paris. Il y a ce truc quand même où on vient d'un certain endroit. Mais en fait, après, le dispositif, j'ai l'impression qu'il peut s'oublier au bout de un quart d'heure, 20 minutes. Et la personne, elle regarde plus le micro, mais elle vous regarde vraiment dans les yeux, voire même, moi, j'ai l'impression que les gens, ils vous regardent même plus quand vous posez les questions, mais ils regardent derrière vous. Et c'est là qu'il se passe quelque chose, en général. C'est que la personne, elle dialogue un peu avec elle-même. Et il y a une genre de pacte de confiance qui se met en place. Après, du coup, ça demande aussi une éthique de la radio et du montage, parce que bon, après, c'est une dernière étape, c'est le montage qui peut se faire en bidouille, etc. Mais on peut faire dire un peu n'importe quoi, puisqu'on n'a pas les raccords images, justement. On peut vraiment transformer une parole ou la rendre plus juste. Moi, je pense que le montage peut vraiment aussi amener à, voilà, faire ressortir quelque chose de prégnant. Mais donc, les personnes, elles n'ont pas trop conscience de tout ça aussi. Donc, voilà, on travaille cette parole-là qui a vraiment surgi dans un moment où je pense que les gens, ils ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils disent tout le temps. Ce qui parfois fait des choses très bien, mais voilà. Mais il faut faire gaffe, quoi. Et ben, je propose qu'on écoute un premier extrait pour presque un peu illustrer tout ce qu'on s'est dit là tout de suite. Donc, c'est un extrait que Olivier, tu nous as proposé. Si tu peux juste le contextualiser rapidement. C'est un extrait. Donc, moi, pendant 4 ans, pour Arte Radio, j'ai fait une émission hebdomadaire, une revue de presse hebdomadaire, donc une revue de presse subjective et située où je me mets en scène dans l'actualité. En gros, la base, c'est je prends des extraits de journaux, comme une revue de presse, des titres, et je vais faire des micro-trottoirs ou des micro-reportages ou des coups de fil pour vérifier, infirmer l'info et faire des blagues aussi. Donc, j'ai fait ça en une semaine, et il y en a, et aussi de manière, en me racontant moi, parce que je faisais ça de chez moi, en racontant un petit peu ma vie. Et là, l'extrait que j'ai choisi, j'ai remonté pour enlever un petit peu l'actualité, parce que effectivement l'actualité c'est dépassé, mais c'est une dépêche, ça s'appelait des dépêches, qui se passe dans le quartier, au sens large de la Croix-Rousse. Voilà, on peut écouter. Eh ben, vas-y, Hugo. Quand tu arrives pour te garer, ben, en fait, C'est pas le bon, c'est pas le bon. tu vas à la maison. Vas-y, mets pause. Dans mon quartier, il y a 50 ans, il y avait des bidonvilles et des coupes-gorges. Des rues repoussoirs dans l'image des Lyonnais. Aujourd'hui, il y a un petit train touristique Il y a aussi des touristes. avec des vieux qui nous regardent comme si on était des animaux dans un zoo. Dans mon quartier, il y a un passé ouvrier, glorieux, fait de lutte et de victoire. Ici, on a inventé les coopératives, les prud'hommes, et on a fait la commune avant celle de Paris. Dans mon quartier, il y a eu le local de répète de Rachid Taha, les premiers dessins publiés de Mano Sol, et c'est ici que Virginie s'est baptisée des Pentes. Et encore aujourd'hui, il y a des gens défoncés qui font du bruit. La nuit, dans ma rue. Dans mon quartier, avant, il y avait des bouchers, des boulangers, des cafés de quartier, des teinturiers, des quincailliers, des cantines, des laveries, des épiciers. Aujourd'hui, il y a plutôt des boutiques cheloues. Bonjour. Des trucs, tu sais pas vraiment ce que c'est. On est un espace de coworking qui propose une offre de TVO. Dans mon quartier, il y a une boutique de vélos électriques qui vend aussi des chaussures équitables. C'est pas une blague. C'est un grossiste en tissu. Il y a un magasin de lunettes de marque qui fait aussi bar et qui vend des amplis pour guitare. Bonjour. Il y a un café botanique. Et bien sûr, plein de rez-de-chaussée privatisés qu'on peut à notre tour privatiser. Baby shower. Baby shower, c'est quoi? Baby C'est des shower, en douches fait, pour bébé?
pas du tout. Baby shower, ça vient des États-Unis. C'est une petite réception entre copines pour accueillir l'arrivée d'un bébé. Alors, à défaut de prendre un baby shower, dans mon quartier, il y a aussi des barbiers, des tatoueurs, et on peut manger des kebabs, des tacos, des poutines, des panini, des tandoori et des bonnes pizzas. C'est la queue pour la pizza? Non. C'est fini, oui. Ça y est, ils nous ont expulsés. Regardez, comme tout le monde dehors. Le Progrès, 6 août. La famille Carlino, qui luttait depuis 2 mois contre l'expulsion de sa pizzeria, n'a rien pu faire. Matin, en arrivant, hein, il y avait 3 camions de police, 2 camions de déménagement, l'huissier. Ils ont saturé tous les accès. Là, vous êtes sur le trottoir, vous pouvez plus rentrer? Ah non, je suis même pas allé aux toilettes. En difficulté financière face au nouveau loyer imposé par le Fonds souverain d'Abu Dhabi, propriétaire des murs, la pizza Carlino avait fait l'objet d'un avis d'expulsion. 124 immeubles hein, dans la presqu'île, là, à peu près. Hein. Mon loyer, ils me l'ont multiplié par 10. C'est des 25 000 euros par mois maintenant. Il y a des sommes comme ça. Alors, à part des grosses sociétés comme McDonald's, comme Starbucks, bah, eux, ils ont des reins solides, ils en ont partout. Parce qu'il faut savoir que Starbucks, McDo ne payent pas d'impôts en France. Hein. Tandis que nous, 54 ans qu'on est là, on paye et on nous fout dehors. C'est pas normal ce qui nous arrive. Sur la grande place de mon quartier, il n'y a pas longtemps, il y a eu un incendie. Au pied de l'immeuble en feu, il y avait une agence immobilière. De merde. Et on peut pas dire que les habitants ont fait preuve de beaucoup d'empathie envers celle-ci. Ils louent des appartements insalubres à des prix pas possibles, des frais d'agence à mourir. Je valide à ce qu'on a. Tout le monde valide cette série. Alors, si ça crame chez eux, c'est pas grave. Ah ouais, non, vraiment. C'est moyen de la refaire. C'est pas eux qui vont aider à faire baisser le prix des loyers. Seloger.com. Rentrée 2019, les villes où investir, s'il y a une valeur sûre, c'est bien Lyon. Boosté par un marché dynamique sans toutefois tomber dans l'hyperactivité, le prix au mètre carré à Lyon enregistre une forte croissance. On a foutu des tas de gens qui auraient pu accéder à la propriété dehors, justement. Ça aurait gardé le côté populaire de ce quartier. Et pour des Parisiens, quitter Paris et venir ici, ça leur fait pas peur. Mon quartier est un ancien quartier populaire de centre-ville. Quand j'y suis arrivé il y a 15 ans, les gens disaient déjà que c'était mieux avant. Et moi, précaire, mais pas vraiment prolétaire, avec mon statut d'intermittent, je faisais partie de ces nouveaux habitants, qui en remplaçaient d'autres. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'acheter. Et si je veux déménager, vu les loyers, je serais obligé de changer de quartier. Laisser la place à des bourgeois qui roulent en pick-up. Ceux que le cinéaste Spike Lee appelle les motherfucker hipsters. Et aux touristes qui vont louer l'appart que mon voisin vient de vendre. Il a été acheté par des gens qui, je pense, vont dans un premier temps faire du Airbnb. Midi libre, 6 septembre. Airbnb chasse les habitants à la périphérie en favorisant une augmentation des loyers. Oui, fuck off. Vive la liberté. Ça, c'est Martial, punk SDF à la guimbarde, dessinateur de Marvel sur le trottoir pour les enfants, juste en bas de chez mon ami Marc. Mais moi, je suis né pour aimer, je suis un Florent Child. Elle l'avait enregistré il y a quelques années pour Radio Canu. Un enfant de hippie, même si j'ai une crête. Un petit côté punk quand même. Oui, mais un punk, c'est juste un hippie passé entre deux tramways. Martial est mort il y a 15 jours. Il avait 46 ans. Je le croisais quasi tous les jours. C'était une des figures de mon quartier. La Tribune de Lyon, 5 septembre. Mercredi soir, un hommage officiel était organisé pour Martial par ses proches et le SAMU social à la Maison des Associations. Le micro, il est à celui qui voudrait s'en saisir. Martial, c'était le frère et le sœur de tout le quartier. À la cérémonie, il y avait plus de 200 personnes. C'est beaucoup. Il savait toujours comment décoller et il savait pas toujours comment être. C'est surtout des femmes qui ont pris la parole. On se sautait dans les bras. Il y avait un peu tout le quartier, un peu des gens de la rue. Pas beaucoup. Il y avait quand même une sorte de mélange. J'ai rencontré Martial il y a 2 ans et j'avais beaucoup de préjugés sur les SDF. En fait, même ceux qu'on appelle les bobos parisiens fraîchement arrivés, c'était entiché de ce punk anarchiste sans domicile fixe. C'est beau à l'intérieur de lui-même. Et je me dis que mon quartier a beau s'embourgeoiser, il reste quand même un peu de solidarité malgré la hausse de l'immobilier. Seul pote, et Martial. Par contre, l'espérance de vie des gens à la rue, elle n'augmente pas. C'était un peu Cher Céleste, en fait, pour moi. Un mec qui a dit non à la société, en fait, qui a dit merde. Malheureusement, la rue, c'est difficile, en fait. C'est très, très compliqué parce que c'est une jungle. Bonjour, moi je m'appelle Louis
Et je suis plutôt content et en même temps triste que Martial soit mort. Radio. Parce qu'une fois, il avait insulté ma mère et j'avais pas du tout aimé ça. Quoi? Je suis en même temps triste parce qu'on avait passé des bons moments ensemble. Comme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient prendre la parole par rapport à ce qui s'est dit avant ou l'extrait qu'on vient d'entendre, si vous le voulez? Il y a le petit micro. Pour l'instant, non. Oui. Je vais anticiper sur ce que tu voulais demander après, Daniel. vas-y. En fait, moi, ce que vraiment j'adore, c'est le rythme des montages sonores, en fait. Et je me demandais, du coup, comment. Enfin, ça, c'est un truc que vous travaillez d'emblée. C'est vous qui faites les montages et les mixages de vos sujets? Parce qu'en fait, ouais, enfin, il y a un truc qui rebondit et on est embarqué dans. Enfin, il y a plein de variations dans le choix des voix. Et je trouve que ça nous embarque, quelle que soit la situation, l'énergie dans laquelle on est, en fait. Il y a un truc qui nous capte, quoi, complètement. Et voilà. Et je voulais juste vous demander ça. Est-ce que c'est vous qui faites les montages de vos sujets? Et puis, du coup, le rapport au rythme, quoi, effectivement. Alors, ça dépend des endroits où on travaille. Là, dans le cadre de ce qu'on vient d'entendre à Arte Radio, ouais, moi, je fais à peu près tout. Moi, bon, après, comme je l'expliquais, j'ai un rapport particulier à la radio. J'aime tous ces métiers, autant parler dans le micro que faire des banques d'ambiance sonore et de les monter. Et les dépêches, je faisais tout de chez moi depuis ma chambre. Donc, ouais, et après, le rythme, ouais, alors c'est ce qu'on met dans le métier de réalisation, j'ai l'impression, à la radio. C'est pas tout à fait les mêmes termes que. En tout cas, les termes définis à la radio de métier, notamment par Radio France, sont pas les mêmes qu'au cinéma. Il y a toute une lutte d'ailleurs en ce moment. C'est-à-dire que le réalisateur à Radio France, c'est salarié, c'est pas lui qui porte le projet du documentaire, par exemple. C'est celui qu'on appelle ou celle le producteur ou productrice délégué, ou alors l'auteur, l'autrice, qui va diriger un réal pour le montage, et le réal va plutôt être chargé de la partie artistique et du rythme et des musiques et des ambiances et tout ça. Mais après, c'est des frontières de métier qui se mélangent, donc ça dépend vraiment de où on travaille. C'est vrai qu'à Radio France, ça se détend un peu, mais les choses sont quand même assez cloisonnées entre les métiers. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on sait pas faire, on a accès à des gens qui ont un savoir-faire de ouf et qui nous permettent de faire des émissions vraiment très bien réalisées. Et en même temps, par exemple, moi, quand je suis arrivé à Radio France, et depuis déjà des années, je faisais des montages, j'avais pas le droit de toucher à l'ordinateur, quoi. Du coup, c'était toujours un peu frustration, et en même temps, j'ai appris comme ça à écrire des documentaires sans monter, enfin, à écrire des montages, en fait, juste en dérochant, et donc voilà. Et vous deux, est-ce que vous êtes aussi sur le montage, Moi, je fais souvent tout aussi. Donc, la partie prise de son, la partie montage et la partie mixage. Et puis, la partie aussi montage de projet pour financer les documentaires que je veux faire exister. Donc, ça fait partie de la liberté dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi un fardeau, quoi, parce que c'est beaucoup trop pour une seule personne. Mais alors, donc ça, c'est pour les choses autoproduites, qu'ensuite, sur lesquelles j'essaye ensuite de trouver des diffusions. Mais par contre, quand on fait des documentaires à France Culture, là, on est plus, il faut apprendre à partager, en fait, le travail, hein. Donc, on propose une idée, on mène les entretiens. Par contre, toute la partie montage se fait en duo avec, un chargé de réalisation qui, lui, du coup, prend en charge le rythme, en fait, hein, toute cette partie-là, on a moins de prise là-dessus, toute l'identité sonore du projet est moins dans vos mains. Et c'est vrai que ça donne quand même, moi j'ai vraiment deux directions de travail. Enfin, ça donne des documentaires très différents. Mes documentaires France Culture, ben, ils ressemblent plus à du France Culture, c'est plus didactique. Peut-être qu'il y a une maîtrise, de réalisation qui est plus affirmée. Et ensuite, j'ai une partie plus de création sonore. Et ça, c'est sur les projets que je mène de bout en bout parce que j'ai plus de temps, je peux faire des choses plus barrées. Voilà, on est moins dans un étau, une identité éditoriale qui permet de faire des choses qui vous ressemblent plus, quoi.
Oui, moi j'ai fait aussi un peu les 2. J'ai appris auprès de réalisateurs, réalisatrices en regardant, bah, effectivement, à France Culture comme vous, quoi. C'est très bizarre, effectivement, d'être à côté et de pas pouvoir mettre les mains sur le montage, de pas pouvoir déplacer les choses. Donc ça demande aussi d'écouter et de parler, de discuter. Donc c'est assez intéressant comme travail. À Arte Radio, c'est pareil. Moi, mes premiers projets, c'était avec donc Samuel L. Hirsch, qui est un réalisateur de Arte Radio. Et en fait, c'est super. Ça forme beaucoup aussi de regarder les gens faire, de voir ce qui a été déplacé. Puis il a fait il a accompagné un tas d'auteurs et d'autrices. Et ce que je trouve intéressant dans le travail d'équipe aussi, c'est les moments où en fait la personne peut comprendre ce que vous voulez raconter parce que c'est une oreille plus fraîche ou parce que il y a une forme de décalage aussi par rapport au sujet parce que donc dans la création, quel que soit le médium, il y a ce truc où on a plein d'étapes de travail. Donc, il y a des morceaux d'histoire qu'il faut vraiment abandonner pour pouvoir raconter la bonne, etc. Et ça, l'accompagnement d'un réal ou d'une réal, c'est quand même assez précieux. Et après, je vous rejoins sur. Il y a quand même un moment donné, moi, où j'ai voulu effectivement tester la réalisation pour cette histoire de rythme et de musicalité. Et qu'en fait, on a envie de tester une musique qui frappe comme ça, ou un grand silence etc. Mais moi, je pense que ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé d'écouter. Après, de toute façon, l'audio, j'imagine que c'est comme le cinéma, comme tout. Il faut lire, il faut écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour en fait se faire une oreille. Et parfois, on pique des trucs aux autres aussi, comme tu le disais pour la Bassie, j'y suis. Et c'est OK si on le redigère, Mais donc là, on se fait un genre de vocabulaire sonore, moi je dirais, de grosses palettes rythmiques, de se dire ça, c'est quand même super intéressant. Et voilà. Et après, je pense que chaque auteur réel a aussi sa propre couleur. Je pense que tes projets, Olivier, comme 2017 n'aura pas eu lieu. Moi, j'avais été complètement soufflée. Un projet aussi très, très, très nerveux. Enfin, je sais pas combien de pistes tu avais sur ce projet, mais beaucoup, j'imagine. Et je trouve que ça se reconnaît. C'est des projets comme d'autres réals qui font leur propre, qui écrivent et réalisent. Je pense que ça s'entend aussi un peu les types de gens. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, je trouve même que ce serait chouette qu'il y ait de plus en plus comme ça de projets où on puisse reconnaître en fait les écritures sonores de chaque personne. Une sorte de politique des auteurs, mais en mode radio, quoi, où on entendrait des singularités. Ce qui est une très bonne transition, parce que justement, je voulais savoir un peu si vous aviez un peu des esthétiques de prédilection ou des thèmes de prédilection. Enfin, voilà, vous avez déjà fait un certain nombre de choses, plus ou moins selon chacun. Mais est-ce que vous commencez à repérer des choses qui vous intéressent particulièrement, que ça soit dans la forme ou encore une fois dans les sujets traités? Justement, pour rebondir, Olivier, toi, qui visiblement a fait beaucoup, beaucoup de choses, est-ce que tu sens qu'il y a des appétences particulières sur certains trucs? Des appétences personnelles? Ouais, toi. Moi, vraiment, ce que je préfère, c'est ce qu'on appelle les directs élaborés, c'est-à-dire que c'est avant tout de la radio en direct, dans laquelle on va pouvoir mettre des formes de création sonore, de documentaire ou de reportage très montés, très produits, et qu'on va trouver des manières d'imbriquer le direct et de aussi perdre l'auditeur. Longtemps, je reviens toujours sur cette émission Méga Combi, mais les gens nous demandaient mais qu'est-ce qui est en direct, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est toujours cette question. Et là, sur le projet que je mène en ce moment à Arte Radio, qui s'appelle le Radio Show en léger direct, je suis revenu sur cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est un enregistrement en public où on a des formes de petites fictions qu'on joue en direct ou des textes, et c'est mélangé avec des reportages un petit peu élaborés, et le public peut voir, mais bon, c'est un prétexte pour pouvoir faire un top de direct, mais après ça devient un podcast, et je commence à avoir ces retours de savoir les gens, ah mais c'est quoi qui est en direct, on sait pas vraiment, et ça me fait vraiment plaisir. J'aime bien ce côté mélange. Je crois que le direct, moi je défends, c'est mon côté vieux con, je défends vachement la radio hertzienne de flux en direct. Moi je crois à la communauté des auditeuristes en direct. Moi j'ai toujours ce souvenir de ma grand-mère qui a terminé sa vie toute seule dans sa maison avec son poste branché sur France Inter, et je savais que sur le bip du répondeur de Mermet, quand j'écoutais, j'étais avec elle, enfin je savais qu'elle était là. Il y a ce truc d'être ensemble
Et quand je dis c'est une communauté très large, quoi, qui dépasse les frontières des communautés comme on les définit aujourd'hui. Donc j'adore ce côté-là en tout cas. Et après, bon, moi il y a le podcast et j'ai envie de dire l'individualisation de la société fait qu'on a eu énormément de formes, et j'en ai fait aussi de choses à la première personne. Et je crois que moi, j'en ai ma claque de ça, par exemple. C'est aussi pour ça que le projet Radio Show, c'est d'essayer de retravailler en collectif, de refaire du groupe à la radio, de faire de la radio de bande. Qu'est-ce qui te déplaît dans... Bah, c'est pas que dans le monde de la radio, mais je crois que c'est cette société à laquelle je participe, hein, je critique, mais je suis dedans aussi où je raconte ma vie, du selfie, je dis sur Insta qui je suis, et dans le podcast, il y a vachement ça, avec des choses. Moi, j'ai fait une trilogie où je raconte ma vie. Tu parlais de 2017 dans Rapalio, c'est ça, c'est une trilogie où je raconte mon rapport à la radio et aux manifs. Donc, j'ai participé à ça, mais du coup, c'est devenu aussi aujourd'hui un style, et dans pas mal de productions, c'est devenu ce qu'on appelle du storytelling. Et dans le storytelling, il y a la notion de marketing, et bien souvent, des fois, c'est du fake. Enfin, ça manque de sincérité à plein de moments parce que c'est devenu une forme de faire un truc à la première personne. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ça dans plein y compris à Arte Radio, où on a des pigistes, des auteurs, des autrices qui arrivent avec un sujet, avec un projet, un truc qu'ils veulent défendre, et la production va leur dire, tu vas le faire à la première personne. Alors que c'était pas forcément leur idée au début, qu'ils ont pas forcément un rapport intime, mais c'est ce truc de l'intime et politique, et gna gna gna. Et du coup, on va les engager dans cette voie, alors que bien souvent, il n'y a pas lieu d'être, et que c'est devenu une forme aujourd'hui qui moi, m'a saoulé. Tout en disant qu'il y a plein de documentaires à la première personne qui sont hyper beaux et qui sont hyper justifiés. Mais là, t'en pointes certaines... Voilà, aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'automatisme qui résonne aussi avec ce truc de la société où on dit plus je que nous, quoi. Et du coup, là, comment tu le fais concrètement, cette histoire de collectif ? C'est-à-dire que vous êtes combien ? Comment vous jouez ce collectif-là ? On est une petite bande de 4, 5 sur scène, en tout cas. Après 6, 7 un peu en prod. Et puis du coup, ça multiplie les subjectivités. Ce qui n'empêche pas à l'intérieur de cette émission d'avoir des prises de parole à la première personne. Mais en tout cas, l'idée de cette émission, au-delà de ce qu'elle produit, c'est de défendre une émission de bande, quoi, de dire... Et c'est aussi un combat, même à l'intérieur d'Arte Radio, de dire, parce que moi, ils ont voulu défendre que ce soit mon projet pour le vendre, parce que c'est un truc qui doit se vendre. Et moi, je suis toujours à dire, mais non, là, on fait une émission de bande, quoi. Ça s'appelle En Léger Direct, c'est pas forcément le projet de Livo, mais enfin c'est toutes ces questions, en tout cas. Ok. Et après, du coup, au-delà de ces questions de forme, est-ce qu'il y a des sujets qui, toi, t'attirent particulièrement, ou au contraire, t'aimes bien aller vers des choses très variées Ouais, les deux. Après, je crois qu'on raconte toujours la même chose et qu'on les raconte différemment. Mais oui, moi, je suis plutôt dans l'actualité sociale, les mouvements sociaux, les manifs, les changements, les marges. C'est plutôt ça qui m'intéresse, de mettre en valeur des choses qui sont souvent caricaturées dans les médias ou invisibilisées. C'est toujours ce côté-là, moi, qui va me parler. Et après, moi, j'aime beaucoup. J'ai écouté il y a pas longtemps un documentaire de Bastien Lambert dans l'Expérience sur France Culture, et je trouve on perd de plus en plus la notion du son. Beaucoup de ce qu'on appelle les documentaires aujourd'hui sont des récits uniquement axés sur la voix, sur le récit, pas forcément que à la première personne. Et il y a pas longtemps, j'ai écouté un documentaire qui s'appelle Retour à la Hague, de quelqu'un qui raconte qui va à la Hague, c'est ce territoire pourri par le nucléaire. Et j'ai entendu des plans sonores comme ça faisait hyper longtemps que j'avais pas entendu à la radio, où vraiment on peut raconter des choses narrativement juste avec du son, et ça fait hyper plaisir. Et je trouve ça, on en entend beaucoup moins, mais j'aime beaucoup ça. Et alors pour toi, est-ce que tu arriverais à pointer comme ça? Tu nous as déjà dit un certain nombre de choses, mais... Ouais, c'est une question difficile. Comme ça, rien me venait là spontanément. J'écoute beaucoup de choses. J'écoute quand même énormément la radio, énormément de choses différentes, mais il n'y a rien qui me... voilà, comme type de radio, là où j'aurais à citer comme influence dans ce que je fais, il n'y a rien qui me venait. À part peut-être, donc c'est... Je reviens sur ces collecteurs un peu pionniers, donc que seraient Alan Lomax ou Nicolas Bouvier, des gens comme ça,
écrivain voyageur qui enregistrait aussi. Ou en France, donc là c'est plutôt au milieu des collecteurs en France que j'ai écouté, les collectages de Catherine Perrier, voilà, des portraits de Mamie en Auvergne, Marie-Jeanne Bessereau qui chante, mais qui raconte aussi, des répertoires de Félix Trébosque encore enregistrés par les gens de la Talvère. Enfin voilà, c'est ces travaux-là, je pense, qui m'imprègnent. Du coup, ça veut dire que moi, je ne connais pas du tout. Comment tu as eu accès? Enfin, c'est des choses qui passaient à la radio Non, ça passe pas à c'était la radio. En fait, disque c'est une sorte de réseau un peu souterrain que connaissent ceux qui s'intéressent à ces musiques-là. Alors aujourd'hui, ces archives sont numérisées, elles se trouvent un petit peu sur le net, mais finalement, il y a encore 10 ou 15 ans, il fallait se rendre dans ces associations pour écouter les bandes. Après, il s'avère que ces répertoires-là sont passés dans les répertoires des gens qui jouent actuellement ces musiques. Donc en fait, on connaît ces noms, on connaît ces timbres ou ces répertoires parce qu'on va aimer tel groupe et qu'on va avoir envie de savoir d'où ils tirent je sais pas, leur rondo ou cette chanson, cette bourrée. Et donc là, c'est là que derrière, on découvre l'archive et ensuite le travail des collecteurs et tout ça. C'est une sorte de fil comme ça, effectivement, qui est pas évident, qui est souterrain, toute une contre-culture dont on parle pas beaucoup et qui nécessite un peu de curiosité, d'endurance quoi dans la quête. Et Du coup, sont structurés en association, c'est ça que tu donc dis? ouais, En fait, il y a des groupes qui se c'est ressemblent. structuré en association, mais ça peut être aussi aller voir des gens, c'est des discussions de musiciens dans des festivals. Tiens, écoute ça, enfin voilà, comme dans certains milieux musicaux, voilà, où ça passe de bouche en bouche en fait. C'est de la rencontre, c'est des réseaux, c'est de la culture partagée, c'est des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire du documentaire, hein. C'était pour que ça passe en radio. Enfin, je veux dire, essayer de trouver un fil narratif qui parle autrement que par la musique qui se donne dans un bal ou sur scène, de ces musiques, de ces archives, de ces mondes. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment parlé de documentaires que j'ai pu réaliser. Je parle peut-être que si je donne des choses Ouais, concrètes, ça vas-y, sera peut-être carrément. plus parlant aux Ouais. gens. Il y a ce documentaire sur la Pierrotte, là, où j'avais préparé l'extrait, où là, je suis partie d'une archive qui a été faite par un musicien collecteur italien qui s'appelle Libero Vici, qui a enregistré cette vieille dame un jour en passant dans la vallée de Cogne, tout d'un coup, j'ai oublié la date, je crois que c'était 52. Et donc, ce fonds d'archives se trouvait en Italie, avait peu été écouté. Et voilà, et cette archive, en fait, elle témoigne d'une chanteuse. Enfin, quand on écoute cette archive, on est saisi par la force de ce chant. C'est très strident, c'est violent. C'est un chant vraiment qui fait irruption dans votre oreille, quoi, qui s'impose. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'histoires autour de cette femme qui traînait dans ce village, une mémoire collective partagée autour du chant de la Pierrotte qui avait marqué beaucoup de gens qui étaient décédés depuis longtemps et qui était dite folle en fait dans ce village et qui avait des peines d'amour, enfin, et il y a tout un mythe autour de son chant et de cette personne. Donc voilà, ça raconte par exemple voilà, autour de cette archive, il y a plein de choses. Il y a le pratique du chant en polyphonie, il y a le fait de chanter en plein air, il y a le rapport à la montagne, il y a le rapport du chant entre femmes. Voilà, c'est un exemple. Parce que du coup, effectivement, donc Il y a eu aussi un documentaire sur le carnaval aussi, donc toutes ces musiques qu'on joue dans le carnaval et les carnavals sauvages, des carnavals spontanés qui sont encore bien vivants dans certains lieux dans le sud de la France. Donc il y a aussi, c'est vrai que ma question est un peu bateau, mais c'est juste pour mieux comprendre un peu dans quelle veine vous êtes. Donc là, malgré tout, tu nous donnes une sorte de veine un peu esthétique ou historique, je sais pas. Enfin voilà, autour de ces enregistrements. Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi des sujets qui reviennent un peu souvent. Enfin, là, je sais pas, par exemple, sur la piste animale, donc ce qu'on va écouter après, est-ce qu'on est à peu près dans ce même genre de démarche ou là, c'est autre chose qui t'intéresse
Bah, dans celui-là, il y a pas d'archives, donc c'est vraiment un travail sur la parole, en fait, de témoignages, de recueil de témoignages et de construction d'univers sonores là, qui leur relève plus de la création sonore ou de la musique électroacoustique aussi, c'est un truc que j'aime bien, mais qui m'intéresse pas en tant que tel, en fait. J'aime bien que ça soit mis au service d'une histoire, quoi. Mmh. Donc là, je me permets ça, parce que ça sert à un fil narratif Mmh. et j'ai une pratique de la musique électroacoustique complètement, punk. Enfin, je veux dire, j'ai aucune, bah, comme beaucoup de gens en électroacoustique, hein, autodidacte, en fait, je bidouille, et j'ai pas vraiment de technique. Enfin, je fais ça pour chaque chose, je cherche, je me plante, je passe du temps, Mmh. c'est pour ça que, les choses que je fais autoproduites ont pas la même gueule que ceux que je fais avec France Culture, parce que j'y passe énormément de temps. C'est vraiment du temps perdu, des nuits, sur son ordinateur à essayer des choses, à se prendre la tête longtemps. Est-ce que toi, Camille, il y aurait des sujets de prédilection ou des formes de prédilection dans ce que tu fais? Bah, du coup, j'ai eu le temps que vous répondiez tous les 2 pour y réfléchir un petit peu. Donc c'est difficile parce que je pense qu'il y a effectivement une forme de on navigue en fait, enfin ça se déplace, les envies, mais je pense qu'au fur et à mesure des projets, il y a eu un double mouvement qui était effectivement formel et sur moi j'aime bien raconter des histoires qui ressemblent un peu à des fictions documentaires, enfin où en fait on donc mélanger en fait, bon après la radio c'est quasiment que ça, mais des personnages qu'on rencontre qui sont des personnages réels et puis les justement tailler ça au montage ou même dans l'interview et tout pour pousser un petit peu les curseurs, pour que ça devienne des histoires, qui pourraient être des fictions quoi, brouiller un petit peu les pistes, parce que moi je pense que j'aime beaucoup les contes, enfin voilà, tous ces histoires un petit peu mythiques et je pense que ça peut permettre de parler du réel aussi d'une manière, voilà, qui déplace un petit peu et qui marque, voilà. Donc ça, c'est peut-être sur le fond, enfin, du coup, formel, effectivement, il y a ce et après, je pense que j'ai aussi il y a eu un mouvement, de vouloir aussi plus de sons, de faire travailler aussi, l'imaginaire avec, les sons d'ambiance, avec les situations. Donc ça va avec un peu, ça va avec le côté, fabriquer j'ai des désirs de scène un peu parfois aussi, de une envie d'une dispute, une envie enfin voilà, de sons un petit peu, genre, je sais pas, des choses qui marquent, heu, qui font une impression un petit peu forte. Après, on y arrive ou on n'y arrive pas, mais effectivement, c'est un peu on tend vers ça, et donc quand on voit, un personnage, bon, il y a un personnage, donc ça déjà, il y a quelque chose un petit peu de la mise en Oui, fiction. En fait, tout c'est à une fait. vraie une personne réelle, mais que on va un tout petit peu déplacer. L'extrait peut-être qu'on va entendre tout à l'heure, il y a vraiment de ça où il y a un peu un pacte aussi de, bon, bah, on va jouer un petit peu à peut-être, aller, appuyer sur des curseurs ou recréer un petit peu des situations, qui vont permettre de faire exister en tout sonore, sans forcément qu'il y ait toujours une explication, de la voix ou juste du récit effectivement, de vie. De le faire vraiment passer par, tiens là il se passe quelque chose et du coup l'oreille de l'auditeur est hyper alerte. Ah tiens là il se passe ça, il y a on joue aussi avec ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Enfin, je trouve que ça, ouais, puis ça crée des impressions qui sont assez fortes. Donc, je sens que dans mon travail, voilà, il y a cette recherche-là. Ça peut s'incarner aussi un petit peu dans des projets là, je parlais de l'Iran tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup les sons, ça lié avec la musique aussi, mais de l'étranger, tout ce qui est traduction aussi, les voix, de faire exister donc ça demande un système un petit peu pour faire, le doublage en radio, c'est pas toujours évident parce que, ouais, il y a le traditionnel, sur ce qui est de la news, de vraiment recouvrir, et après en documentaire, on peut aussi vraiment travailler ça, de manière spécifique à chaque projet. Il y a la musique parce que, nous, par exemple, on a mis du rap iranien porté par une jeune femme parce que, bah, ça a du sens aussi dans le projet. C'est un endroit vraiment de politisation et de militantisme fort et même si on comprend pas tout, en fait, il se passe des choses.
ouais, c'est toute cette matière un petit peu, donc c'est la musique, les ambiances, les accidents, les bruits. Parfois, il y a aussi de la matière pas très propre, on entend un petit peu, dans les projets, mais que ça, c'était un autre projet où on a réutilisé des archives de JRI, où on parlait de l'affaire DSK, 10 ans après. Et donc, on avait la matière de journalistes, reporters d'images qui ont couvert l'affaire à l'époque. Et on a plutôt exploité en gros, tout ce qui n'avait pas été diffusé, donc les angles morts, quoi. Et souvent, c'est du son un peu cracra parce que justement, c'est quand la caméra elle bouge, elle tombe, etc. Et donc là, ça crée une identité aussi assez forte. Et puis ça raconte, enfin, c'est de ça dont elle parle, c'est de dire en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à l'époque. Enfin voilà, je sais pas si ça Ouais, répond à la si, si, question, mais carrément. Carrément, mais du coup, justement, passons à l'écoute de ton extrait, comme ça sera une illustration concrète. Est-ce que tu veux le contextualiser un petit peu? oui, c'est le premier épisode du coup d'une émission qui s'appelle L'Insomniaque dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il s'agissait d'aller faire des rencontres, avec des gens qui vivent ou travaillent la nuit, heu et c'était une fois par mois sur Arte Radio. Voilà, et là, c'est le premier épisode. Très bien, donc c'est Un extrait. Insomniaque. Quand tu arrives pour te garer, ben, en fait, tu roules, tu repères la maison. Et quand tu es passé 2 fois, 3 fois devant la maison, ça commence à craindre. Il faut arrêter de repasser, repasser. La maison, elle est bien éteinte. Tu vois le voyant? Aucune lumière. Bon, la voiture n'est pas bien garée. Là, faut faire demi-tour, la voiture. C'est calme. Parfait. On va vite faire demi-tour, on va regarder. Donc, tu te gares. Tu coupes tout, tu fais un temps de pause. Tu valides que personne t'a vu arriver, personne n'a vu que t'es garé là, et tu te diriges vers la maison, vers la cible. Les gants. Je prends la place. Ouais. Je prends la place. Je peux pas te le dire. Un petit peu, tu mets un coup de sécurité. Tu vas faire le tour du jardin. Tu regardes la meilleure façon de rentrer là, pour la fenêtre, celle qui n'a pas le volet fermé, ainsi de suite. Ah, on voit pas bien, c'est on est bien noir. C'est archi calme, il y a les crapauds qui crapautent. Mais bon, qui croissent, les crapauds qui croissent. À ce moment-là, déjà, quand tu commences à sortir de la voiture, que tu te lances, tu mets les gants, tu mets la cagoule, ça y est, t'as plus trop le droit de faire griller, tu sais que t'es lancé. La vrille commence à monter, tes sens sont sur le qui-vive, tu regardes partout, t'écoutes tout, tu fais gaffe. Ah, il y a une voiture qui arrive sur la route, tout vient d'arriver. Tu vas je sais pas, tu laisses la voiture passer. Le négationnisme, c'est bien que tu peux engager le passage du monde. Le négationnisme, vraiment, c'est la perspective. Je comprends effectivement, si pas les gens, vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Il n'y a aucune utilité en fait à rouler vite. Il faut avoir une vitesse adaptée à ce qu'on peut regarder. Regarder dans une maison en passant à 90 devant, ça sert à rien. Mais en passant à 20 km/h, ben ouais, si quelqu'un saute le portail, ben, le fait d'arriver doucement, on arrivera peut-être à le voir. Et c'est aussi l'effet de surprise de la nuit, c'est que les gens s'y attendent pas à ce qu'on soit là et on arrive. Ce soir, il y a juste le premier quartier de lune qui nous éclaire. Il n'y a que ça. Et les phares de notre véhicule. Sinon, on voit bien qu'aux alentours, en fait, c'est la pénombre. Il y a rien du tout. À part quelques rapaces ou des chouettes, quelques sangliers ou des renards.
Ça t'a mouillé un petit peu, c'est pas grave. La voiture, elle a rien vu. Non, si la maison s'allume là tu cours. Pas pareil. On peut marcher comme ça dans le champ. Faut joindre le derrière de la maison. Faire attention, marcher vite. Pas la frontale. T'as la lumière que quand vraiment t'en as besoin. Ils se sont habitués. On voit déjà vachement mieux. T'es pas là, c'est des choses qui arrivent. Sans garde. Quand on va voir c'est plus pareil. Si jamais il y a la lumière qui s'allume, les autres côtés du village, la nostalgie la passer, prends ton vieux, tu dois tout. C'est un chien, mais c'est pas un chien. Il peut toujours avoir ce truc-là. Tu t'es bien, t'es rentré. En plus, si ça déchire, tu prévois tout ça. T'avances vers la maison. S'il y a des soupçons qu'il y a des gens et tout, là, c'est à ce moment-là que tu vas avoir le souffle qui va commencer à vouloir sortir plus de ton corps et tout, alors que tu ne dois pas faire de bruit. Et que même une respiration simple, ça fait gaver de bruit, t'as l'impression. Alors qu'en fait, les arbres dehors, ils font plus de bruit que toi. C'est juste, t'entends tellement tout fort que même toi, t'as l'impression de faire beaucoup de bruit rien qu'en respirant. Donc là, tu fais le tour de la maison, mais tu sais pas quelle porte, quelle volette tu vas ouvrir, donc tu fais le tour. Puis il y a une face cachée, et puis avec une porte encore plus merdique et plus facile à ouvrir. Et bien, t'es bingo, on va forcer ça là. On a très envie de savoir ce qui est vrai ou pas, quoi. Et bah pareil, est-ce qu'il y aurait des questions, des réactions par rapport à ce qu'on a entendu ou ce qui a été dit préalablement? Alors, toc. Oui, moi je voulais revenir sur cette notion d'autoproduction parce que autant dans le documentaire c'est très difficile de s'autoproduire, enfin de fabriquer soi-même, de faire dans son coin et puis après d'arriver à en faire quelque chose intéressant, ça c'est sûr. Maintenant, de pouvoir gagner quelque chose avec ça, c'est beaucoup plus difficile. Et il semblerait, en t'écoutant, que c'est possible d'imaginer fabriquer dans son coin et ensuite de venir avec un objet fini et de pouvoir peut-être, je sais pas, que ça soit diffusé quelque part. Ça demande un peu de éloge de la souplesse, c'était ça le. Ah, voilà. C'était vendredi, oui, pour la journée. Animal, c'est un bon exemple, là, celui qui est diffusé à 17h. Ça, c'est un truc où j'ai été en résidence dans des territoires différents. Donc, j'avais des petits financements, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € pour aller là, là et là. Et à chaque fois, ça a donné lieu à une petite pièce sonore qui a été valorisée dans le cadre de cette résidence, mais qui restait court, un fragment. Et ensuite, avec ces fragments, j'ai eu envie de faire quelque chose de plus large. Donc là, en fait, je suis partie dans un truc, mais bon, c'était trop tard pour le proposer à un producteur, et puis ça n'intéressait personne. Donc du coup, j'ai travaillé là-dessus en me disant, j'ai envie qu'il soit diffusé en radio, donc je vais le faire, et ensuite, je le proposerai à des radios qui acceptent en fait des prêts à diffuser. Et en France, Radio France, en fait, n'accepte pas des prêts à diffuser, donc ça serait ou à Nova, il faudrait qu'il y ait, je sais pas, dans une radio, il faudrait qu'il y ait une émission où on puisse diffuser des créations sonores déjà faites. Il y aurait des tonnes de propositions
à prendre, en fait. Il y aurait une belle émission à concevoir comme ça, mais ça n'existe pas, sauf dans les radios associatives. Donc là, on peut proposer cette production aux radios qui le souhaitent. Et là, il y a des gens aussi qui ont des émissions qui proposent la création documentaire. Mais par contre, ça nécessite beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, il faut aller vers, il faut... Donc c'est encore tout un travail de démarchage. Et moi, donc, en Belgique, il y a une émission, il y a 2 émissions en Suisse et en Belgique. Donc, il y a Par Oui Dire et Le Labo qui diffusent des choses après écoute. Donc ça permet de faire déjà un circuit qui permet d'être écouté et de toucher des droits d'auteur aussi. Donc c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir ensuite un retour sur investissement de temps. Voilà. Donc moi j'ai procédé pas mal comme ça avec Petit Animal. Il y a aussi des bourses qui permettent de réaliser sans. Donc c'est pareil, c'est des petites sommes hein, sur le son. C'est dérisoire par rapport aux gens qui font du documentaire audiovisuel. Ça n'a rien à voir. Faut travailler avec 3 000 €. Donc en gros, quand on enlève tout, c'est la moitié moins, c'est entre 1 000 et 1 500 €. Et il y a des gens qui, qui partent sur des projets documentaires avec des petites sommes comme ça. Et mis bout à bout, on arrive à faire des choses. Moi, l'extrait que j'ai amené, je ne sais pas si on aura le temps de l'écouter, mais c'était aussi pour parler de ça, là, la chose sur laquelle je me prends la tête en ce moment. C'est une fiction documentaire. Et là, en fait, c'est parti d'un atelier aussi avec des étudiants en ethnomusicologie, donc de l'argent qui émane d'un laboratoire de recherche et d'un musée. Donc, c'est des petites sommes. Ça permet quand même de donner corps à une idée et de savoir que ce qui est en train de sortir, c'est bien, ça vous plaît et ça mérite d'aller plus loin. Et puis ensuite, on trouve des financements dans une diffusion éventuelle dans ces circuits parallèles, quoi. Tu voulais compléter? Non, mais en fait, je sais pas quelle est votre situation financière. Moi, je vis de la radio, mais je suis une exception. C'est très rare, en fait, d'arriver à vivre du documentaire, y compris quand on bosse à France Culture. C'est des salaires qui sont complètement dérisoires par rapport à la masse de travail qui est demandée. Donc en vrai, c'est quand même très compliqué. Enfin, soit tu fais ça pour la beauté du geste et être diffusé, et tu passes une énergie folle à contacter toutes les radios associatives pour obtenir 7,12 € de la SCAM à la fin, mais c'est pas là qu'on devient riche en fait. Vaut mieux opter pour la carrière Léa Salamé si tu. Vas-y. Allô? Ouais. On est plusieurs documentaristes dans la salle. Après, dans le documentaire, vaut mieux opter pour faire du téléfilm. Enfin, tu vois, c'est un peu le même. Après, c'est pas les mêmes échelles, mais c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup aussi à être là parce que ça nous interpelle le son, parce que c'est aussi en repérage. Enfin, j'en parlais hier avec Camille. Il y a des sujets qui se font pas. Il y a des gens qu'on peut pas filmer. Et donc, alors qu'on a très envie de les entendre, de documenter sur eux et comment on fait. Et c'est vrai que le son est une option qui nous vient quand on a envie de parler de gens, quoi. Mais alors, évidemment, moi, je peux pas m'empêcher de faire le rapport avec ce que je vis en tant que réalisatrice de documentaires audiovisuels. Et là, moi, la question c'est très bizarre pour moi d'entendre le réalisateur, la réalisatrice, c'est pas l'auteur. Et moi, il y a un truc, je bug un peu, quoi. Et donc, je me pose la question du final cut, même si je sais pas si vous appelez ça comme ça, mais comment en montage, parce que j'ai l'impression que quand vous parlez de réal, c'est le monteur ou la monteuse. Et mais alors là, vous me dites c'est eux qui mettent la musique. Mais alors là, moi, je suis là. Mais attendez, c'est pas vous qui choisissez la musique, mais l'enfer. Enfin, comment ça se joue mais chez France Culture, c'est-à-dire on va dire dans Pignon sur rue, etc., dans des endroits où qui fabriquent beaucoup de documentaires audio. Comment ça se joue cet échange entre l'auteur ou l'autrice et le réalisateur-réalisatrice? Comment ça se joue? Est-ce que vous avez la main? C'est qui a le final cut? Enfin, moi, ça m'intrigue, ça. Vas-y, Camille, ouais, si tu veux. Je pense que ça rejoint. En fait, pour le moment, après, il y a des contrats qui commencent à se mettre en place, etc. Mais comme c'est pas des énormes équipes, il y a quelque chose qui, quand même, moi, je trouve, est
plutôt positif, c'est que c'est encore d'un commun accord, quoi. On essaye. En tout cas, il y a quand même le fait, voilà. Bon, après, ça dépend un peu des endroits, etc. Mais comme c'est pas, enfin, il n'y a pas quelque chose d'établi à part sur certains projets. Alors, il y a quand même ce qui est écrit dans les contrats. C'est que c'est le producteur ou la productrice, là je parle hors Radio France, hein, pas producteur, productrice délégué, mais qui ont les final cut enfin les trucs un peu classiques, c'est durée, temps, titre, etc. Ça, c'est un petit peu difficile de passer outre. Et après, c'est des discussions. Enfin, moi j'ai l'impression que quand même dans un espace de production sain, on arrive à être tout le monde d'accord sur le fait que, enfin, en tout cas, moi, j'estime qu'il faut créer cet espace-là où, que ça, si le réal pense ou la réal, donc tu as assez raison, il y a quelque chose de l'ordre du montage. Bah, après, il y a aussi plein de, voilà, une oreille éditoriale. Nous, par exemple, on a travaillé sur le projet sur l'Iran. Les deux autrices, elles étaient très jeunes, donc c'était leur premier projet audio. Donc en fait, notre regard, il était super important, donc il fallait qu'on en discute ensemble. Et il y avait, par exemple, il y a eu un personnage où on se disait, il faut il n'a pas sa place dans l'histoire, c'est pas cette histoire-là qu'on raconte. Et c'était compliqué pour l'autrice de renoncer à ce personnage-là pour des raisons plutôt personnelles. Bon, en fait, on l'a pas enlevé tant qu'elle n'a pas entendu le truc. Mais voilà. Après, à Radio France, je peux vous laisser peut-être parler là-dessus. Je pense que déjà, le fait de comparer les noms de métiers, c'est une mauvaise base. Je pense que c'est pas tout à fait la même manière de produire. France Culture diffuse encore aujourd'hui et encore plus avant, je sais pas, une dizaine d'heures de documentaires et produit ce qui arrive à 10 heures d'antenne par semaine à peu près, ou peut-être un peu moins. Donc c'est quand même massif. Enfin, c'est pas le même projet d'un réal comme toi qui passe 1 an de sa vie. C'est pas tout à fait la même chose. Là, on rentre dans un cadre de production qui est déjà préétabli. Il y a une émission avec une durée d'émission, et que, du coup, le fait qu'il y ait ce qu'on appelle un réal qui arrive et qui connaît tous ces trucs-là va vachement aider entre guillemets l'auteur qui s'en sortirait pas. Ou enfin, il y a un cadre de grille en fait qui fait que je pense que c'est pas tout à fait la même chose que de la production d'un documentaire unitaire à Arte Radio, où là ça va être différent parce qu'il n'y a pas de format. Enfin, et après le nom des métiers et le fait de qui est auteur. Enfin, moi je suis à la SCAM, hein, mais j'ai un rejet de l'auteur. Enfin, on s'en fout en fait. Si c'est bien à la fin, qui a décidé du final cut? Si non. Si le réal qui n'est pas auteur a une meilleure idée que l'auteur, tant mieux. Enfin, voilà, je dis ça un peu pour provoquer, mais en fait, dans le monde des auteurs, il y a aussi ce truc de nous, on est auteurs et eux, c'est des techniciens. Des fois, non. Non, ouais, non, mais t'as raison. Mais, non, mais t'as raison. C'est provocateur, mais t'as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis d'accord qu'en salle de montage, si la monteuse, elle me dit non, ton idée c'est merdique, ça va vraiment. Enfin, moi, je cherche à la convaincre. Et en fait, l'idée, c'est d'être tous d'accord. C'est plus sur la question musicale. Moi, qui suis très musicale, ils peuvent carrément ne pas du tout te poser la question de savoir quelle musique tu vas avoir dedans. Parce que je comprends la charte éditoriale, je comprends. C'est comme quand tu rentres dans une case, il y a une case c'est normal. Mais la musique, enfin, c'est bête, hein. Mais je me dis, si on interrompt le truc, on met une musique, on m'a pas demandé du tout ce que c'est. Là, moi, je me dis, non, ça faut qu'on en discute, tu vois, au moins, quoi. C'est ça, c'est presque tout. Ouais, mais en fait, comme disait Camille, en fait, effectivement, il y a plein de moments où ça se passe bien, en fait, où c'est plutôt des gens qui bossent ensemble et qui vont échanger sur les musiques. Et il y a des moments où ça se passe mal parce qu'il y a des gens qui sont psychorigides, autant du côté des réalisateurs que des producteurs, et qui disent non, voilà, la musique, c'est moi qui dois la mettre. Non, mais je suis pas d'accord. Mais... La musique, enfin, théoriquement, quand même, la musique, c'est du côté du réalisateur, donc, du chargé de réalisation. C'est pas dans vos mains. Donc, s'il y a des accords sur la musique, c'est parce qu'il y a cette intelligence commune dans le travail. Mais pour moi, c'est particulièrement compliqué, parce que je fais des documentaires musicaux, mais j'ai pas la main sur la musique. Donc, on sent bien que l'archive, alors si c'est de l'archive, ok, c'est moi, en tant que productrice, mais par contre, la musique d'ambiance qui sert à introduire le docu, ça sera plutôt du côté du réel. Et sur les musiques trad en particulier, les chargés de réalisation, ils connaissent pas ces musiques-là.
Et donc, des fois, ah, tu veux mettre ça? Putain, je fais un documentaire pour parler bien de ces musiques, tu veux me mettre ça? C'est dur. Mais bon, voilà, c'est arrivé peu, mais c'est vrai il y a cette répartition, enfin, de départ quand même. Ouais, ça dépend des réals à France Culture. Il y en a qui vont être plutôt tranquilles, à laisser la place vachement et qui s'en foutent. Il y en a qui sont plutôt psychorigides. Après, il y a aussi, dans le monde des gens qui font du documentaire à la radio, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont aucune notion, aucune culture musicale, aucune notion du rythme. Et enfin, non, mais c'est vrai aussi. Enfin, des gens qui ont plutôt et qui sont hyper bons sur le fond, y compris l'interview et tout ça, mais du coup, il y a un côté artistique qui leur manque aussi. Donc, c'est ce binôme qui, des fois, fonctionne. Mais effectivement, des fois, ne fonctionne pas, hein. Moi, il y a plein de pieds sur terre où je me suis dit, si j'avais fait tout seul, ça aurait été mieux. Mais des fois aussi, il y a des belles rencontres et ça fait voilà. Je trouve, si je peux juste compléter rapidement, mais en radio, il y a un peu quelque chose où, effectivement, sur les termes, les gens, ils sont un peu, ils ont des couleurs très différentes. Donc, il y en a qui sont musiciens et réalisateurs. Il y a beaucoup de gens qui sont compositeurs, compositrices et qui font la réal des projets sans porter le projet en tant qu'auteur. Et moi, c'est toujours ce truc de demander, en fait, qu'est-ce que tu fais et jusqu'à où? Et comme les termes sont différents en plus d'un endroit à un autre, de toujours demander, OK, et tu vas jusqu'à où du mix? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Enfin, voilà, et juste en fait identifier. C'est pas du tout un truc de ah, tu sais pas faire ci ou ça. Tout le monde est un peu couteau suisse en fait. Et puis il y a aussi des choses qu'on a envie d'explorer enfin, sur un projet et tout. Et c'est vraiment de demander, comme c'est pas très clair en audio, radio, podcast, où tu viens, etc., voilà, c'est quoi le périmètre, et pour faire des équipes qui collent bien ensemble aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas de mot plus polysémique que le terme de producteur, par exemple. Producteur, entre producteur d'un film, producteur pour la radio, producteur dans le hip-hop, qui c'est qui a fait la prod, enfin, c'est pas du tout les mêmes métiers, en fait. Et puis peut-être pour revenir sur France Culture, on est dans une période de France Culture qui appartient à Radio France, qui est un service public, et il y a une politique qui est menée sur les services publics qui concerne l'hôpital, l'école, tout ça, où il y a des méthodes de management qui font que sont organisées des équipes qui ne marchent pas. Parce que mettre ensemble un producteur et un réal qui s'entendent bien, bah, c'est pas bon, parce que c'est une équipe qui peut résister à une direction. Et ça, pendant des années, il y a des gens qui demandent à bosser ensemble parce qu'ils s'entendent bien et qui sont pas satisfaits parce qu'il y a un management toxique. Donc, qui a été démontré, il y a eu des enquêtes sur la directrice de France Culture, mais qui ne concernent pas que elle, en fait, c'est systémique. Donc, il y a aussi tout ça qui vient se rajouter, et là-dessus vient se rajouter aussi des trucs de corporatistes qui sont liés au fait que les réalisateurs sont des salariés, que les producteurs sont des intermittents dans une certaine précarité. Donc, il y a plein de trucs qui font du conflit, en fait, organisé, et qui font que c'est aussi pour ça que des fois ça se passe mal et que les gens on renforce leur psychorigidisme sur qui fait la musique et tout ça. Mais c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, le fonctionnement, c'est que nous, on est complètement extérieurs. On fait enfin, toi, c'était différent, je pense. Pied sur terre, il y a une fidélité, une assiduité il y a une équipe, en fait. Et nous, en fonction du projet, voilà, et c'est occasionnel, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, du coup, on connaît pas la maison. Et le réalisateur, l'assistant de réalisation, c'est ça le terme, hein? Réalisateur, pardon. Il est aussi en fait le rouage, oui, le garant de l'identité éditoriale de l'émission. Donc on s'en remet à lui aussi, hein. Enfin, il y a quand même beaucoup de ça. C'est particulier. Alors, je me déplace. Du coup, est-ce que vous pouvez préciser votre statut? Parce que du coup, vous avez dit que producteur, c'était plutôt de l'intermittence, mais parce que du coup, le réal, il est salarié et vous intervenez, vous êtes un peu à la fois auteur, vous pouvez percevoir des droits à la SCAM, etc. Du coup, c'est quoi votre statut concrètement? À Radio France, le métier, c'est producteur délégué radiophonique, donc qui rentre dans le métier des techniciens de l'annexe 8 des intermittents. Donc plutôt intermittent, ouais. Donc de l'intermittence. Donc de l'intermittence. Et les réalisateurs Radio France sont au régime général, la plupart en CDI, mais il y a beaucoup de CDD aussi, mais en régime général, cette fois-ci, qui ne sont pas intermittents.
Moi, je voulais juste raccorder sur l'histoire du jeu et du nous, du collectif et de l'individuel, parce que j'ai l'impression que du coup, dans ce que vous décrivez de manière de travailler, il y a quand même un aspect très isolé, très individuel. Alors que, Olivier, tu défendais l'idée qu'on puisse refaire des radios de potes. Et moi, j'avais l'impression aussi qu'il y a des plaisirs d'écoute. Enfin, moi, j'étais allée écouter quand il y a eu l'émission à la Comédie Odéon. Vous aviez fait dans l'entre-deux tours des municipales, des dernières municipales, avec Renaud Bistan. Ouais, et en fait, il y a un plaisir qui est vraiment dingue pour les auditeurs de sentir de la connivence et du collectif. Et du coup, j'ai l'impression aussi que se retrouver du collectif, c'est peut-être aussi une force par rapport à ce management toxique, à des métiers qui sont beaucoup individualisés au fil du temps. Alors peut-être au départ, il y avait effectivement l'esprit de la radio qui était très collectif. Enfin voilà, je sais pas si c'est vraiment une question, c'est plus une réflexion. Non, mais moi je te rejoins à fond et je vous conseille un bouquin qui s'appelle La radio dans la radio, qui est moi mon modèle définitif de la radio, qui raconte l'histoire de l'Oreille en Coin, de ces émissions de week-end sur France Inter durant toutes les années 70 et aussi un peu dans les années 80, même si ça a changé, qui était, ça s'appelle Une radio dans la radio, parce que eux-mêmes ils avaient créé un fonctionnement au sein de Radio France, c'était un peu différent, où justement les techniciens et les réalisateurs bossaient ensemble avec des gens qui n'avaient jamais fait de radio, et ça créait une émulation de ouf de collectif. Et d'ailleurs, il y a plein de noms qui sont sortis de là, hein, de Lucien Jeunesse à Denis Chessou, à Daniel Mermet, j'en passe et des meilleurs, Paula Jacques, Gilles Davidas, enfin plein de grands noms de la radio, de Radio France des années 90, des années 2000 sont issus de ça. Et effectivement, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, et je pense que c'est pas juste Radio France, on n'est pas dans le collectif joyeux, on est plutôt dans le management toxique. Et le management toxique va pas encourager le collectif joyeux. Moi, j'ai envie de croire et de porter à des projets, parce qu'en face à ça, justement, c'est trop triste, en fait, de laisser mourir la petite flamme de l'envie, etc. Et pour avoir travaillé à Radio France, pour avoir énormément de gens que j'adore, qui sont géniaux, parce qu'il y a ce truc-là aussi à Radio France où il y a un tas de gens trop sympas, forts, c'est trop bien. Et donc tout le monde s'épuise en ce moment, c'est dur. Et donc il faut un peu inventer aussi d'autres modèles. Donc effectivement, Arte Radio, je pense que c'est un endroit qui propose autre chose, des espaces. Il y a quand même donc ces boîtes de podcasts privées qui sont plus ou moins saines aussi en intérieur. Il y a forcément des trucs qui sont dysfonctionnels aussi. Et puis, je pense que chacune essaye aussi de mettre en place des endroits de production qui peuvent convenir. Nous, on essaye du coup, donc je vous disais que là, j'étais productrice depuis 1 an et demi. Bon, moi, j'accompagne éditorialement, en gros, et artistiquement les projets de A à Z. Et pour le coup, je trouve que c'est hyper important de travailler d'être nombreux sur les œuvres, parce que on ne sait pas tout faire, quoi. Donc nous, mais c'était un peu un hasard, mais on a toujours eu des co-auteurs déjà, des co-autrices. Donc c'était toujours 2 personnes qui portaient le regard. Bon, c'était des femmes toujours. Donc je sais pas ce que ça raconte d'avoir besoin d'être 2 pour s'autoriser à écrire. Je sais pas. Après, ces histoires, du coup, ça créait des doubles regards qui étaient super intéressants, très beaux. Voilà. Toujours quelqu'un qui faisait la musique, quelqu'un qui faisait la réal. Nous, on est 2 productrices. Donc moi, j'accompagne, en tout cas sur ces projets-là, un peu qui sont des 6-8 épisodes bouclés. Pour le coup, là, on sort vraiment de l'émission de radio. C'est vraiment une œuvre, quoi, qui a sa propre structure narrative, sa propre couleur, sa propre équipe et tout. Voilà, après, il y a une autre productrice. Moi, j'accompagne ça éditorialement. Il y a une autre productrice aussi qui met son oreille, qui, elle, a encore un univers différent, des goûts, des appétences différents. Et je pense qu'il faut minimum ces 6-7 personnes pour faire des trucs qui sont parfois... donc, c'est des temps qui sont plus courts quand même, je pense, pour la radio que pour l'audiovisuel. Mais disons que sur nous, ces projets-là, c'était des 6-8 épisodes de 30-40 minutes. C'est des 6 mois, 7 mois de production. C'est court, mais c'est quand même intense. Et c'est un peu du non-stop aussi de production. Et en tout cas, ouais, là, c'est du collectif. Moi, j'estime que ces projets-là, en tout cas, c'est des collectifs heureux. On s'entend trop bien. Bon, après, ça demande d'inventer, de mettre en place des systèmes. Mais par exemple, de se parler au début. Donc,
beaucoup de gens sont à distance puisque, bah, tout le monde est un peu intermittent. Il y a des gens qui sont dans le sud, donc on a mis en place des systèmes un peu à distance où on essaye de se téléphoner et tout, mais de se voir à des moments spécifiques au début, au milieu, souvent dans les moments d'enregistrement de voix. Du coup, on fait voilà, des tournages en studio où là, c'est des moments un peu intenses. On peut régler quand même aussi plein de problèmes parce qu'on se voit physiquement. Mais comme tout le monde a un peu tout le monde est intermittent, donc des rythmes de vie très différents, bon, bah, voilà, on s'adapte aussi. Et puis des moments aussi à la fin où on débat de ça. Et c'est trop joli les relations après qu'on met en place. Puis après, on retravaille avec les gens sur d'autres projets. Voilà. Mais ça s'invente, quoi. Je crois qu'il y avait une autre question. Ouais. Bah déjà, la première question très courte, c'était de savoir où étaient diffusés là, les projets dont tu parles. Et la deuxième, c'était de revenir sur ce qu'on avait écouté. Et moi, je me demandais, enfin, la tambouille, la fabrication, en fait, comment ça a été fabriqué? La première question, bah, c'est diffusé du coup partout. Enfin, donc c'est au nom des projets. C'est ça. Tu parlais de la curation tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est un peu une question de comment trouver les œuvres. Ça, c'est pas aussi facile, quoi. Enfin, quand c'est pas dans la grille radio. Donc c'est vrai que c'est au nom. Il y a de la presse, il y a eu enfin voilà, il y a des choses qui. Mais je pense qu'il y a un gros manque. Et moi, c'est pas du tout mon métier, même si on le fait un peu entre amis ou dans des moments de dire ah bah tiens écoute ci ou écoute ça, etc. Mais voilà. Mais du coup, c'est diffusé où? Pardon, c'est ça que j'ai pas compris. C'est sur toutes les plateformes de podcast, donc YouTube, Deezer, Spotify, Podcast Addict, voilà, tout gratuitement. Et la tambouille, bah, c'est un projet un peu particulier où je savais que je voulais commencer cette série par un voleur en activité. C'était pour 2 raisons. En fait, je voulais un voleur parce que chez Arte Radio, ils ont une grande série qui est un peu mythique pour le coup quand les gens n'ont pas forcément écouté beaucoup de podcasts. Souvent, c'est conseillé. Enfin, moi, je conseille souvent. Qui s'appelle Les Braqueurs, qui est vraiment un très beau projet, voilà, où c'est des portraits. On coupe les questions aussi, des grands récits comme ça de braqueurs. Et du coup, ça m'intéressait bien d'avoir un petit peu, voilà, un petit clin d'œil en faisant. Alors, du coup, pas du tout un braqueur, c'est plutôt un cambrioleur un peu cheap, quoi. Mais et ça raconte aussi un endroit contemporain, quoi, d'avoir un cambrioleur. En fait, à la fin, dans la deuxième partie du projet, il se raconte un peu plus sur ses motivations. C'est ça qui m'intéressait. Et donc, dans le contexte contemporain, et qu'en fait, il ramène pas des grosses sommes du tout, qui volent des clous, quoi, globalement. Et bon, je spoil, mais c'est voilà, qui est aussi un peu versé dans le survivalisme, quoi. Et donc, ça raconte aussi quelque chose d'une époque, voilà. Et donc, je savais ce que je voulais. Souvent, en documentaire, déjà, c'est énorme quand on sait ce qu'on cherche. Et donc, je suis tombée. En fait, c'est un sociologue qui travaillait sur les marginalités, notamment le vol en particulier, qui m'a mis en contact. Alors, et ça, c'était assez intéressant sur ce qu'on disait du surgissement de la parole et tout, où d'habitude, j'ai au moins les gens au téléphone une première fois. Moi, je fais pas de pré-interview avec les questions parce que je pense qu'effectivement, ce qui apparaît vraiment dans les mots, c'est justement à capter avec l'enregistreur. Par contre, je pose quelques questions pour sentir un peu la personne, comment elle parle, son univers. Et après, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu où on sait qu'il y a quelqu'un qui se passe quelque chose, quoi. Et après, on se déplace, on organise le tournage, on sait pas exactement quand même tout comment ça va se passer. Mais là, c'était particulier, c'est que il était hyper flippé il voulait pas utiliser le téléphone. Enfin, il fait mettre le téléphone dans le micro-ondes quand on avait commencé à tourner. Et du coup, je l'avais pas du tout vu. Alors, il y avait un deuxième voleur quand même, une deuxième typologie de voleur pour avoir enfin, voir voilà, ce qui pourrait se passer et tout. Et voilà. Et après, du coup, en fait, tout s'est passé. Moi, j'avais demandé s'il pouvait réfléchir, donc via cet intermédiaire du sociologue, s'il pouvait réfléchir à un lieu où m'amener, un lieu qui avait du lien avec, voilà, son activité. Et, voilà. Mais je savais pas plus que ça, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu un tournage où tu pars, tu sais pas trop. Et il y avait tout un truc où, en fait, en termes de il m'avait dit: «Est-ce qu'on peut couper régulièrement? Comme ça, si je peux effacer un truc». Il voulait pas que je reparte avec sur, le Nagra et enregistrer un morceau de parole qu'il aurait pas,
tu es d'accord, à l'aise et tout. Et donc, j'ai dit, moi, je peux pas faire des bouts de 10 minutes parce que ça va être trop laborieux, ça va couper à chaque fois. Donc, OK pour faire une demi-heure. Couper toutes les demi-heures. Et voilà. Bon, après, il a oublié. C'était bon. Et voilà. Et il m'a amené dans une grotte. Donc, ça, parfois, c'est quand même un peu magique le réel parce que, ouais, une grotte, enfin, un truc de. Donc, c'était complètement mythique, la caverne d'Ali Baba où il rangeait. Mais c'était vraiment un lieu qu'il affectionnait, où il avait passé du temps plus jeune, etc. Et où il Et là, tu cachait. spoil tout, là. Ouais. Ouais. Tu spoil, là. Bah, je spoil, ça, c'est la véritable histoire. Par contre, moi, j'ai décidé de le mettre à un moment du récit. Ouais, je spoil un peu. Et là, Mais la question. Ah ouais. on entend, il bouge beaucoup et pourtant le micro est très près. Je me demandais comment tu l'avais enregistré. J'avais un micro, du coup, stéréo, mais par contre, on était près. Il y avait ce truc où il me. Peut-être que c'est parce que je suis près du Ouais. l'enceinte aussi. J'avais vraiment sa voix, j'avais l'impression d'être. Est-ce que t'as cambriolé avec lui? C'est ça la question. Bah, c'est ça la question, ouais, c'est non. Et donc tout ça, c'est refabriqué, en fait. Mais on est devant les maisons. Mais en même temps, c'est ça, c'est le truc avec le vrai, le faux, c'est qu'en fait, c'est pas faux ce qu'il me raconte. Tout ça, c'est des choses qu'il a eu l'expérience de faire et tout. Et après, bah, dans la manière de raconter, je pense que ça tient plus en haleine que d'être raconté voilà, c'est étape 1, étape 2 et tout. Mais Ouais, c'est une c'est-à-dire vraie que toi, question. Moi, quand j'ai écouté, excuse-moi, quand j'ai écouté ton truc, c'était une vraie question. Et moi, je me suis dit, ah oui, ok, c'est du fake. Et j'étais hyper déçu, en fait. Mais peut-être parce que je sais comment on réalise et tout ça. Il y avait quand même un côté déception ah, elle est pas sur le lieu du cambriolage. Du Bah cambriolage. ouais, mais ça, je pouvais pas, en fait. Enfin, dans la limite légale du projet, d'ailleurs, Sylvain Gir, donc, qui est à la tête d'Arte Radio, il était pas trop content avec ce truc de vrai-faux, parce qu'on croit quand même. C'est lui qui m'avait fait ajouter à la fin la mention en disant il n'y a pas eu de cambriolage. Moi, j'aurais bien aimé ne pas la mettre. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette notion de fake quand on refabrique, en fait. C'est pas parce qu'on refabrique qu'on est dans le faux. C'est-à-dire, ça peut être plus juste, on est d'accord. On peut être plus juste en refabriquant quand même. Enfin, donc du coup, moi j'ai tout de suite entendu que c'était pas un vrai cambriolage parce que en fait moi je sais pas, mais moi il me faut et je pense que je suis pas le seul. Quand on allume France Q et qu'il y a une fiction radiophonique, si les acteurs ont envie de faire vraiment quelque chose qui ressemble à du réel, il nous faut pas une fraction de seconde pour comprendre qu'on n'est juste pas avec des vrais gens. C'est pas compliqué, quoi. Mais c'est pas un problème, à vrai dire. C'est juste une question. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui s'entend. Qu'est-ce qu'on fabrique avec ça? C'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc peut-être que voilà, si t'étais déçu, c'est peut-être parce que t'aimais pas. Alors moi, je suis peut-être plus naïf, mais moi, j'étais pas si sûr que ça. Non, non, mais je trouve parce que que c'est en pas fait, dans la problématique. suite, on comprend que t'es pas, parce qu'on n'a pas de cambriolage où on enregistre. Donc c'est juste l'extrait peut-être suffit pas. Mais moi, je suis le premier à détourner du réel dans mes trucs. Mais là, vu que vraiment tu nous emmènes, il y a le truc bah, en fait, détourner pour raconter une histoire, pour reconstituer très bien. Là, tu dis aux auditeurs et aux auditrices, je vous emmène sur un cambriolage, mais t'y es pas. En fait, c'est toute cette ligne, en fait, de je reconstitue ou je mens, en fait. C'est pas la même chose pour moi. Enfin, c'est une question que je pose. Alors ouais, faisons passer le micro. Bonjour. Ça marche? Oui. J'entends totalement tout. C'est super intéressant. Moi, je suis au milieu du débat. Je suis plutôt fiction. Du coup, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit, mais parce que je suis un grand aficionados de la fiction. J'étais très content d'être au milieu d'un cambriolage. Mais justement, je pense que le moment où j'ai compris que c'était faux, c'est quand il y a eu un très joli jeu qui était très cinématographique, je trouve, d'aller dans la voiture de la police. Ou au milieu, en fait, à un moment, on dit bah, si on s'arrête à un milieu. Moi, j'ai cru que c'était la police parce que j'ai entendu une voiture et j'étais persuadé que en fait, la caméra était partie et qu'en fait, on était resté 2 secondes sur la police. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit non, mais non, c'est pas la police, c'est encore un cambriolage. Mais ce que je voulais dire pour poser une question, parce que c'est pas une question du tout, je me demande justement la lisière dont tu parlais avec Sylvain Gir, c'est ça? À quel moment est-ce qu'il y a un no-go, on va dire, je pense,
dans la reconstruction, je pense que c'est une question pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un no-go dans la reconstruction? Un no-go. C'est-à-dire Là où tu ne vas pas. Pardon. Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir sur le sur, sur la reconstruction, pardon, et surtout sur le point que tu donnais tout à l'heure sur essayer d'être plus juste. Ça, c'est déjà un peu de la manipulation. Est-ce que vous permettez le droit de mentir ou de transformer la réalité pour dire quelque chose de plus précis avec ce que vous aviez envie de dire et que l'auteur n'a pas forcément, ou l'interviewé n'a pas forcément eu la possibilité de le dire? Très longue question, mais j'espère qu'elle est claire. Ça rejoint ta question sur le mensonge. Enfin, moi, j'ai l'impression que je raconte un peu des histoires et pour le coup, avec ce cambrioleur-là, du coup, cette vraie personne, enfin, avant qu'il devienne un personnage, puisque je lui ai fait écouter avant pour qu'il soit OK, etc., ce que je fais avec tous les gens, j'enregistre, parce que ça tord quand même, ça déforme un peu le réel. Et en fait, pour ses raisons propres à lui, il en était content, parce que ça faisait exister sa parole. Moi, je trouve que ça permet de faire entendre des gens qu'on n'entend pas trop d'habitude. Enfin, quelqu'un en tout cas c'est ça qui m'intéressait dans ce projet-là, au-delà de la forme et tout, c'était de faire entendre quelqu'un qui est en activité en fait de vol. Il y a un truc où il parlait jamais en fait. Enfin, il en parlait à personne, il en parlait pas à ses amis, il en parlait pas. Et donc il y avait franchement, moi quand je l'ai interviewé, il y avait ce truc aussi de fierté presque en fait, de raconter un truc en fait, je sais faire tout ça, je suis malin. Enfin, je suis pas le débile qu'on m'a dit quand j'étais à l'école, quoi. Enfin, et parce que je sais, mais vraiment, enfin, et c'est vrai que je pense il excelle dans son truc il se fait pas choper, enfin, c'est pas un idiot du tout. Après, voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais ça permettait de faire entendre, cette parole-là. C'est là où j'ai pas l'impression d'avoir menti, avec lui, en tout cas et après cette forme un peu, bon, bah, ça, c'est de la mise en récit. Moi, ça m'amuse. Ça m'amuse de mettre les flics qui viennent et qui passent un peu pour des idiots, enfin bon, et voilà et du coup sur la limite, je pense que la limite le no-go des producteurs, enfin ceux qui ont en charge en fait l'aspect juridique, pour Sylvain par exemple, je pense que c'était, que ça soit pas diffusé, enfin que ce soit des trucs un peu légaux de chaîne, de qu'est-ce qui est dans le cadre ou pas. Et après, c'est un peu différent je trouve quand on est auteur ou autrice ou quand on porte son propre projet, moi ça va plus être des no-go éthiques. De me dire, en fait, qu'est-ce qui est mais en fait, ça, c'est soi avec soi-même, c'est pas enfin, voilà, c'est à quel endroit on a trop déplacé enfin, où on n'est pas juste avec l'autre, voilà. Ouais, vas-y. Moi, je pense qu'on est tout le temps en train de manipuler le son, au sens propre comme au sens figuré, et qu'à partir du moment où on fait un montage, on transforme la réalité, et que le montage est subjectif, donc c'est nous qu'on met dans le montage. Il y a un très beau bouquin de Chris Graffiti, une des grandes voix de Radio France, issue de Lorient Coin, qui a fait des tonnes d'émissions sur France Inter, qui s'appelle L'histoire d'une femme de radio, et qui raconte ses nuits de montage, où elle hésite, ce personnage, est-ce que je le rends sympathique? Est-ce que au contraire, je le rends pas sympathique? Et moi, je suis dans les centaines de micro-trottoirs que j'ai fait, il y a toujours cette phrase qui me plaît, et puis à côté, il y a une phrase raciste. Est-ce que je garde cette phrase raciste pour dire à l'auditeur, mais ce mec-là est un connard, mais à côté de ça, il a dit un truc anticapitaliste qui, moi, me tient à cœur, donc qu'est-ce que j'en fais? Enfin, c'est toujours, et c'est des choix qu'on fait, c'est des choix subjectifs de dire, on manipule, en fait, l'auditeur. Et peut-être la ligne rouge, en fait, c'est d'être sincère avec les personnes qu'on a rencontrées, mais d'être sincère aussi avec l'auditeur. Moi, j'adore jouer avec l'auditeur, le piéger, l'emmener dans un endroit, puis tout d'un coup lui faire entendre que dans la fabrication, je l'ai manipulé. Enfin, voilà, mais je sais pas si ça répond à ta question. Alors, l'heure tourne. Désolé. J'aimerais bien qu'on écoute du coup le dernier extrait. Et puis après, si vous avez d'autres questions, d'autres réactions, on pourra conclure là-dessus. Est-ce que tu pourrais introduire un peu le contexte de l'extrait? Oui, alors c'est un extrait qui est pas du tout représentatif de ce que je fais d'habitude, mais qui est à l'heure, qui est actuel en fait, qui est dans ce que je brasse en ce moment. Donc je me suis dit: «Tiens, faisons-les écouter juste pour donner à entendre, les problématiques du moment autour de mon travail».
En tout cas, donc ces ateliers que j'ai menés auprès d'étudiants en ethnomusicologie à Saint-Étienne, autour d'un fonds qui s'appelle le Fonds Beaucomont. Et ça rejoint une réponse peut-être que je voulais te donner sur le no-go, parce que je me suis posé la question pour la première fois, enfin de manière un peu concrète, de la fiction et du documentaire, parce que là, on est dans un travail de fiction documentée, en fait, puisqu'on travaille à partir d'un fond qui a été réalisé en vrai. Dans les années 30, il y a eu un projet de collectage des chansons pour enfants dans les écoles sur impulsion de l'éducation nationale. Donc, c'est ce Beaucomont qui a, à travers un manuel de l'instruction publique, a lancé une grande enquête concours pour inciter les instituts à aller, pas enregistrer, pardon, collecter par écrit ce qui se chantait dans la cour. Donc tout, chansons, jeux, tout ce qui relevait de ce qu'on appelle à l'époque du folklore enfantin. Et donc, voilà, quand nos musicologues m'ont demandé de travailler là-dessus, je lui ai dit, waouh, mais c'est génial ce fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut écouter? Elle me dit, mais non, il n'y a pas d'enregistrement. C'est des carnets. Ah, ok, donc avec la partition d'Amstramgram, bah ouais. Ah ouais, enfin moi, les œuvres relevées comme ça par écrit ne m'intéressent pas du tout. Surtout ce qui concerne le patrimoine de l'oralité, pour moi, ça représente rien. Je veux entendre la voix, la chair de la voix, quoi. Et donc je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme travail autour de ce fond? Bah, il va falloir travailler sur une mise en onde de ces carnets. Voilà, et de fil en aiguille, j'ai été amenée sur le territoire de la fiction. Donc on a repris ce qui était écrit dans ces carnets. Dans certains carnets, les instituts ont livré des impressions, des souvenirs, sont laissés aller à une subjectivité en plus que de jouer à l'ethnologue. Et ensuite, de fil en aiguille, le projet prenant son envol, on s'est mis à collecter les enfants, avoir des chants et tout ça, et avoir envie de mettre des mots dans les bouches de ces instits. Donc là, on se dit, ben, si on est dans une reconstitution historique, un travail sur un fond existant avec des personnes existantes, est-ce qu'on a le droit d'inventer des instituteurs au milieu de choses qui sont complètement factuelles, quoi? Eh ben oui. Et bah du coup, c'est parti. Écoutons. Hugo, si tu peux envoyer l'extrait. Bon. Alors, les rubriques du concours. Voyons. Premièrement, les jeux des enfants, jeux de plein air, jeux d'intérieur. Indiquez l'époque de l'année où chaque jeu est en usage, la fréquence du jeu, le nombre de joueurs. Notez les jeux en usage autrefois et l'expérience personnelle de l'enquêteur. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, les formulettes. Les formulettes d'élimination. Vincent Dindy, qu'est-ce que vous avez? Vous voulez dire Amstramgram, adaptation mobilée? Ah oui, bah voilà, exactement. Ensuite, on a les sujets historiques. Donc, Henri IV voulait se battre, Henri III ne voulait pas, les choses comme ça. 3, les sujets religieux. Le petit Jésus s'en va à l'école. Les injonctions de sortie aussi. Boule de coton va-t'en. Trou sort de ton trou. Trou sort de ton trou, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les formulettes où on compte, vous savez, les choses 1, 2, 3, j'irai dans les bois, combien faut-il de boulets de canon, tout ça. On pourrait appeler ça des formulettes numériques. Ouais, bah, c'est bien moche quand même, hein. Mais bon, allez, je prends quand même. Formulettes numériques. D'ailleurs, il y a aussi les comptines où les animaux sont nommés. Une souris verte qui courait dans l'herbe. La poule sur un mur. Oui, exactement, vous avez raison. Bah, il y a du coup dans le même genre un peu les comptines où les personnes familières sont nommées. C'est demain dimanche la fête à ma tante. Un petit bonhomme assis sur une pomme aussi. Exact. Et ben, les formulettes d'incantation sur les animaux. Colimaçon de borgne, montre-moi les cornes. Bête à bon Dieu, fera-t-il beau dimanche? Vous avez aussi celle pour accompagner la fabrication des sifflets. Je pense qu'elle devrait faire l'objet d'une catégorie à part, celle-là. Ah, vous pensez à Sève Sève mon futur? Oui, tout à fait, n'est-ce pas, monsieur Beaucomont? Pourquoi pas, les squirrels, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon petit ballon. Bah oui, bah du coup on a toutes les formulettes accompagnant les jeux de balle, sans oublier les formulettes satiriques.
Ouais, enfin, d'une manière générale, il faudrait recenser toutes les formulettes qui accompagnent les jeux et les amusements. Donc les bars, les jeux de biseaux, les jeux de bras, cache-cache, la chandelle, le chat perché, le cheval, colin-maillard, le furet, le jeu sur les genoux, le loup, les jeux de main, les marionnettes, la marelle, sauf qu'il peut. Et puis il y a les rondes des chansons. Donc les rondes tournées sans jeu, les rondes avec jeu, les rondes en récapitulation, les rondes avec jeu imitant les métiers, les animaux, les guerres et sièges. Je sais pas, qu'un peu ça, formulette d'incantation diverses. J'ai le hoquet, tu me l'as donné, tu me l'ôteras, alléluia. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant de la crème, en mangeant de la crème. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant de la crème, s'est cassé une dent. Ah, lui dit sa maman, en mangeant de la crème, en mangeant de la crème. Ah, lui dit sa maman, en mangeant de la crème, ce n'est pas étonnant. Sur le folklore enfantin tout enquête présente un grand intérêt psychologique et pédagogique pour tous les éducateurs en leur faisant connaître plus intimement la vie profonde et le caractère des enfants manifestés dans leurs débats traditionnels. Il est recommandé aux concurrents d'essayer fidèlement à tous les étudiants qui récolteront la forme exacte employée par les enfants sans aucune modification et d'indiquer s'il y a lieu les diverses variantes d'un même texte, ronde, berceuse, sanglette, comptine, en patois ou en langue locale. Nous faisons appel à tous nos abonnés. Même les instituteurs et institutrices trouveront de folklore urbain et aussi de curieux apports ruraux. Nous recommandons de ne pas noter sur une même feuille plus d'un document, d'utiliser le format du collier et de ménager à gauche une marge d'au moins 4 cm. Les envois devront être expédiés avant le 31 décembre 1921 sous cette adresse. 79 boulevard Saint-Germain, Paris 6e. Il sera décerné des prix en espèces et en livres pour un premier de 1000 francs en espèces. Terminé. Je suis un peu large. En fait, il n'est pas encore mixé, donc c'est vraiment les premières moutures d'un travail réalisé en atelier, donc c'est un peu artisanal. Ouais, c'est très bien. Comme ça, on a eu une belle diversité. Juste pour, avant qu'on arrête, qu'on fasse une petite pause, du coup, avant l'écoute de Piste Animale, même si vous l'avez déjà fait un petit peu, mais comme la question, effectivement, de la curation ou du conseil, enfin, de comment on arrive à trouver des trucs vraiment intéressants, n'est pas si évidente que ça. J'aurais juste voulu, voilà, pour conclure, que vous puissiez me dire, enfin, nous dire, un podcast, un son, un truc qui vous plaît vraiment et que vous pourriez nous conseiller voilà, à écouter, quoi. Donc, je ne vous avais pas demandé de préparer ça. Du coup, c'est comme ça. Ce qui vous vient là maintenant, un truc qui vous plaît vraiment et que vous auriez envie de nous partager. Moi, je pense que je dissocie un peu le truc qui, moi, me plaît en tant qu'auditrice, mais d'un truc que j'ai trouvé formellement vraiment intéressant parce que donc c'est une fiction qui s'appelle 1 euro la minute et qui est très drôle, en fait, qui est vraiment drôle, légère, super bien rythmée. Je trouve aussi un truc pas complaisant. Enfin, et j'ai trouvé ça, enfin voilà, super bien. Et j'invite enfin, je trouve que ça change aussi de ce qu'on peut entendre d'habitude et ça ouvre plein de portes. Voilà, 1 euro la minute. Merci. Est-ce que tu aurais une idée qui te vient? Moi, j'ai écouté récemment un documentaire sur Nicolas Bouvier, en fait, avec ses enregistrements qui ont été mis en ondes et avec voilà, quelques récits de voyage. J'ai trouvé très beau, justement, avec ce retour d'une écriture par le son, beaucoup de choses autour d'enregistrement de paysages sonores, pas seulement de musique, et toute une réflexion sur qu'est-ce que l'authenticité. Et puis après, la dernière. Est-ce que tu aurais du coup, le titre, t'as un titre ou. Nicolas Bouvier et la piste tzigane dans l'expérience. Et sinon, moi, le dernier grand truc que j'ai adoré, c'est Anne Bonny. Comment c'est La dernière nuit d'Anne Bonny, voilà, la dernière grosse fiction d'Arte Radio. J'ai trouvé que je conseille souvent quand j'ai envie
de présenter ce que c'est que la fiction radio à des gens petits ou grands. Très bien. Et pour toi? Moi, je vous ai parlé déjà de Retour à la Hague de Bastien Lambert, donc dans l'expérience. Je crois qu'il a fait un autre son que je n'ai pas encore écouté sur Parentoen, qui est un des grandes figures du documentaire sonore, toujours dans l'expérience récemment, toujours de Bastien Lambert. Et moi, je vous conseille d'écouter Radio Canus en 2.2 tout le temps. Je vous recommande particulièrement l'émission où il y a un peu du documentaire le mardi soir, Minuit décousu à 23h. Et ils font aussi une nuit, je crois, le 22 juin, une nuit du son sur Radio Canu le samedi soir. Et vu que j'adore ce que je fais, je vous recommande d'écouter le podcast Le Radio Show en léger direct sur Arte Radio et sur toutes les plateformes. Et je voulais vous dire aussi d'écouter La Micro-Sieste sur Radio Canu tous les vendredis à 14h, une émission sans podcast qu'on fait avec une petite bande, une émission où vous êtes invité à vous allonger et à vous endormir à l'écoute de nos textes. Et dernier rendez-vous avec Annabelle Brouard, qui est ma radio moureuse. On fait un spectacle qui s'appelle Dis, t'as pensé à éteindre la radio, un live and love, et on le joue le 27 mai au Périscope. Il reste quelques places. Trop bien. J'ai fait ma promo, en fait. Parfait. Et ben merci beaucoup. Du coup, donc, petite pause. Et pour ceux qui le souhaitent, à 17h, donc l'écoute collective de Piste Animale. Voilà, et du coup, tu nous en diras quelques mots avant. On l'écoutera, on en parlera après. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup pour vos échanges et tout, pour tous les conseils. Donc, ça a été enregistré. Donc, normalement, ça apparaîtra sur notre chaîne YouTube en purement sonore. Voilà, et ben merci. À tout de suite, à bientôt. Tout ça. Merci.